Je suis Arthur Keller, je suis un spécialiste des risques systémiques. Ce sont des risques majeurs qui pèsent sur les sociétés entières. Pas juste un risque industriel, par exemple, ou une canicule, mais bien des risques qui remettent en danger les modèles de société même dans lesquels nous vivons. Et, de l'autre côté, des stratégies de transformation collective, et notamment de résilience et de sécurité des territoires, pour se préparer collectivement de façon digne à ce qui nous arrive dessus, parce qu'il y a des crises graves qui nous arrivent dessus, mais on peut les gérer si on fait ce qu'il faut. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un week-end qui s'appelle le Climate Bootcamp. Ce soir, face à un public à la fois qui mélange du grand public et la 40 ou cinquantaine, je ne sais pas exactement, de journalistes, je pense qu'une quarantaine de journalistes qui étaient présents à ce Climate Bootcamp, qui pour certains sont influents auprès de médias, grand public, très suivis. Mesdames et messieurs, merci d'être ici, merci vraiment pour l'invitation. Fanny, Henri, les autres, le Bootcamp, mesdames et messieurs aussi de la Bourboule, merci d'être venus. J'ai 1h30 pour vous parler, pour vous raconter des choses qu'il faudrait en réalité expliquer pendant une semaine pour bien comprendre. Donc je vais nécessairement aller vite, et vous allez voir, quand moi je dis que je vais vite, ça va vite. J'ai un débit de parole qui peut être assez élevé, avec les inconvénients que ça peut avoir, j'en sais quelque chose, mais aussi j'espère les avantages, parce qu'il y a beaucoup à couvrir. Et aussi dans cette salle aujourd'hui, il y a des gens, alors pas tout le monde, d'accord, mais il y a des gens qui sont déjà assez sensibilisés à ces sujets, et qui ont d'ailleurs eu d'autres interventions d'autres personnes, mais je ne vais pas tout répéter non plus. Donc je vais, au départ en tout cas, dans la première partie de mon exposé, couvrir des champs disciplinaires différents de façon très superficielle, mais juste pour rappeler l'essentiel, selon moi. Et ensuite, je ferai intervenir la systémique. Et vous allez voir que faire intervenir la systémique, pour comprendre, pour caractériser les enjeux de notre temps, et pour derrière pouvoir éventuellement caractériser un espace des réponses pertinentes, eh bien, faire ça, ça change tout. La systémique n'est pas un petit plus qui permet de comprendre un tout petit peu mieux. La systémique change tout. On comprend les enjeux de façon différente, on envisage les réponses de façon différente, ce ne sont pas du tout les mêmes natures de réponses. Et aujourd'hui donc, un de mes messages est le suivant. Non. Non, on n'a pas compris les enjeux. Non, à ce stade, encore en 2023, on a compris qu'il y avait des problèmes, on a compris qu'il y avait un certain nombre d'enjeux, et on essaie de les résoudre du mieux qu'on peut. On a des experts qui montent sur scène, des fois comme moi, et qui sont spécialisés dans un domaine ou un autre, et qui vous racontent des choses sur ce qu'on peut faire pour ce domaine, et c'est très 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 utile, merci. Mais ça ne suffira pas, parce que si on ne fait que ça, on passe à côté de l'essentiel, encore. Et ça, je ne dénigre pas les expertises, hein. Attention, hein. Ce que les gens proposent, on va le voir, c'est vital, mais dérisoire. Vital, mais dérisoire. Je suis ici pour vous réveiller. Tous, toutes. Pas juste pour raconter des choses, pas juste pour faire passer des messages, pour expliquer, pour proposer. Ça, c'est une partie de la... Non, je suis ici pour vous expliquer que là, face à nous, on a des enjeux qui sont tels qu'il faut se réveiller. Sérieusement. Il faut se retrousser les manches, il faut passer à l'action collectivement. Collectivement. Et donc, on va voir comment faire. Mais dans un premier temps, essayons déjà de comprendre. Donc la première partie de mon exposé, je vais utiliser un certain nombre de références, scientifiques pour la plupart, et vous irez vérifier si vous le souhaitez. Je ne suis pas allé chercher comme certains les références qui m'arrangeaient pour étayer le propos que je voulais porter. Je suis allé chercher des études vraiment de référence dans les différents champs scientifiques et qui ne font pas l'objet d'une remise en question. Et ça suffit, vous allez voir, ça suffit pour comprendre les enjeux. Bon, bref, donc on essaie de comprendre, et cette première partie, je vous le dis tout de suite, c'est un moment désagréable, voilà. C'est un très mauvais moment à passer. Alors je vous en conjure, restez jusqu'au bout. Parce que si vous partez à la fin de la première partie, psychologiquement, c'est ingérable. Voilà, ce serait extrêmement contre-productif. Si vous savez déjà que vous allez devoir partir avant la fin, partez tout de suite. Non mais vraiment, vraiment. Sinon, vous allez ressortir de là sur les rotules. Et puis moi, je ne fais pas un travail utile si on s'arrête là. Dans la deuxième partie, effectivement, on va voir ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout résoudre. Mais on peut faire peut-être plus que ce que vous imaginez. C'est juste qu'il faut avoir un changement radical de posture. Alors, comprenons déjà que la problématique à laquelle on fait face, parce qu'on fait face à beaucoup de problématiques, bien évidemment. Je ne vais pas tout couvrir, tous les problèmes du monde. Je vais couvrir une problématique. Si on ne fait pas face à celle-ci, notre capacité à faire face à toutes les autres, rien. Celle-là, donc, doit être traitée. Il s'agit d'une problématique systémique, je vais expliquer, dont les incidences impactent toutes les dimensions de ce qu'on appelle le système Terre, et je vais expliquer très brièvement ce que c'est que le système Terre. Alors, le système Terre, tout d'abord, c'est la lithosphère. La lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre, et on en soutire, on en retire, on en extrait un certain nombre de ressources dont nos sociétés modernes ont besoin, impérativement besoin pour fonctionner. Par exemple, des hydrocarbures. Alors,
Il y en a ici qui ont tellement étudié la question qu'ils savent qu'on peut passer une semaine rien que sur cette slide. Mais là, je vais juste dire 3 mots, 3 phrases, juste pour capter quelques petites choses importantes sur ce sujet. On a besoin d'hydrocarbures. Alors, parlons de pétrole, par exemple. Il n'y a pas que le pétrole, mais parlons de pétrole. Nos sociétés, pour fonctionner, ont-elles besoin de pétrole? Oui, mais pas que. Du pétrole abondant, permanent, c'est-à-dire un flux permanent, continu, fiable, stable, prévisible. De pétrole abondant, donc, et bon marché. Tout dépend de ça, tout. Tous les business models des entreprises, les business modèles d'affaires, tout. Donc, disons que la quasi-intégralité de nos activités, économiques ou pas d'ailleurs, dépendent de flux d'approvisionnement, d'une manière ou d'une autre. Et ces flux d'approvisionnement ne peuvent continuer que s'il y a du pétrole abondant et bon marché. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en train de sortir de cette ère du pétrole et du gaz naturel abondant et bon marché, et que ça va arriver, allez, je vais dire dans les 10 prochaines années. Probablement avant, plausiblement bien avant. Mais, allez, soyons pas catastrophistes pour l'être. Disons aux alentours de 2030 et peut-être avant. Les grandes découvertes de pétrole conventionnel, c'était il y a plusieurs décennies déjà. Aujourd'hui, on est descendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel de 16%. J'explique, ça veut dire que pour chaque baril de pétrole qu'on trouve, on en consomme 6. Il y a aujourd'hui un risque pas de rupture d'approvisionnement, mais simplement d'insuffisance de l'offre par rapport à la demande au niveau mondial de pétrole, là, dans les 2-3 prochaines années, les 5 années au maximum. En fait, c'est déjà le cas à certains endroits, mais passons. Et donc, nous avons un problème de flux. Ce n'est pas un problème de stock. Hein. Oh, du pétrole, il y en a, vous allez voir. Il y en a même trop, du point de vue climatique. Mais encore faut-il organiser certaines choses, notamment cette fameuse transition énergétique sur laquelle on mise notre avenir. Et pour l'organiser, il faut avoir des manières de maintenir les fonctions essentielles de notre système. Bon, est-ce qu'on pourra le faire dans un monde où il n'y a plus de pétrole abondant et bon marché? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit non, j'ai dit je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un sait. En tout cas, voilà, on en est là. On va sortir, de toute façon, à relativement court terme, de cette ère, qui est un truc unique dans l'histoire, un moment unique qui a duré quelques décennies, pas plus d'un siècle. Bon, bref. Et donc, je pourrais en faire beaucoup plus longuement, mais je dis simplement que la France est un pays qui produit entre 1,5 et 2% du pétrole qu'elle consomme, et donc notre capacité à assurer tout ce qui fonctionne directement ou indirectement avec du pétrole va dépendre de notre capacité à importer cette ressource sur un marché qui va être de plus en plus contraint. À côté des hydrocarbures, il y a des minerais. On a besoin de plein de minerais. La grande transition énergétique telle qu'on la conçoit, parce qu'il y a plusieurs façons de l'envisager, telle qu'on la conçoit. Quand je dis on, c'est la plupart des gens, la plupart des élus, des États, etc. Donc, c'est quoi? Ça va être de l'efficacité énergétique par l'innovation. Bon, on le fait, on n'est pas trop mauvais, ça s'améliore. Mais ça ne s'améliore pas du tout, assez vite. Ça ne suffit pas du tout. Donc, c'est quoi les autres leviers? Les autres leviers, c'est on développe des renouvelables. On produit l'énergie différemment, on stocke l'énergie du coup différemment, on utilise l'énergie différemment, notamment pour se mouvoir, et donc on va remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Voilà. Bon, alors ce grand projet-là, cette chose-là, nécessite une électrification de beaucoup d'usages, un développement, un déploiement énorme de réseaux électriques qui demandent énormément de métaux, et notamment de cuivre. Ah, excusez-moi, c'est la slide suivante, c'est l'image suivante, le cuivre. C'était juste pour vous dire qu'en termes de minerais, si vous voulez, la France, voilà, donc pas très autonome en la matière, même si on va développer, j'en parlerai un tout petit peu après, du lithium bientôt. Mais bon, globalement, voilà. Ça demande beaucoup de métaux de faire cette transition telle qu'on l'a conçue, et notamment du cuivre. Si on regarde du début du XXe siècle jusqu'à presque aujourd'hui sur cette courbe, jusqu'à récemment, la courbe de production de cuivre, c'est la courbe orange, mais enfin on s'en fiche, elles ont tout à peu près la même tête. Voilà, ça fait ça. Courbe de production au niveau mondial de cuivre. Et est-ce qu'il y en a plus demain du cuivre, du coup? Ah, il y en a encore un peu. Pas énormément, mais quand même assez pour quelques décennies, si on regarde juste le stock. Mais voyez-vous, ce n'est pas qu'une question de stock. Il est où, ce cuivre? Il y en a à peu près un quart des réserves connues qui est au Chili, 10% au Pérou. Ça, pour ceux qui ne voyaient pas, j'imagine que personne n'arrive à voir, c'est autre pays, c'est tout le reste. Et voyez-vous, là où il y a le plus de cuivre, et d'ailleurs de lithium aussi, l'aridité perturbe la production de cuivre. Les mines de cuivre sont les premières victimes du manque d'eau. On a déjà des problèmes de disponibilité d'eau au robinet de la capitale du Chili. Les experts nous expliquent, un grand nombre d'experts nous expliquent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Là, on est là, en 2023. Ce grand projet de transition énergétique, d'électrification de nos usages, pour décarboner nos sociétés, sur lequel on mise notre avenir, mais ce grand projet, il ne va pas marcher. Il va marcher un peu. On fait déjà des choses, on va faire des choses,
Et jusqu'à un certain point, on va continuer à faire des choses, et puis on ne pourra pas tout faire. Si on regarde aujourd'hui la somme de tous les projets de transition énergétique de tous les pays et des entreprises éventuellement, et si on fait la somme de tout ça, il n'y aura pas assez de ressources pour le faire, assez de ressources minières. Soit parce qu'elles ne sont pas dans le sol, soit parce qu'elles y sont, mais qu'on ne pourra pas aller les récupérer. C'est un équilibre très subtil, hein. C'est à la fois une question géologique, une question technico-industrielle, une question d'argent, le prix du cours de bourse de cette denrée, c'est une question géopolitique, etc. On ne maîtrise pas du tout. L'an dernier, il y a à peu près un an, à Nancy, il y avait le World Materials Forum qui réunissait des experts mondiaux des minerais. Ils ont lancé une alerte rouge sur la disponibilité de minerais pour la transition énergétique. Voilà. Donc on a à peine commencé au niveau mondial. Et voilà. On est tous déjà des limites. Et ça, cette logique-là, elle ira que jusqu'à un certain point. Je peux parler du phosphore très rapidement, quelque chose qu'on retire également de la lithosphère. Le phosphore, écoutez, le cycle du phosphore, normalement, il y en a dans le sol, les plantes poussent, elles retournent au sol, ou alors des oiseaux mangent les plantes, puis ils meurent, et puis ils retournent au sol. Ils font les déjections sur place, etc. Et bref, il y a un cycle, d'accord? Aujourd'hui, c'est fini. Vous mangez des choses qui ont poussé quelque part, mais vous n'allez pas faire vos besoins dans les champs. Enfin, il y en a qui font ça? Moi, je ne fais pas ça. Vous n'allez pas mourir et vous décomposer dans les champs. Donc le cycle est totalement rompu, on prend du sol, on mange, et qu'est-ce qu'on fait? La plupart d'entre nous, du moins, et surtout en ville, on va faire nos besoins dans de l'eau qui plus est potable. Et ça génère d'ailleurs des problèmes en aval sur des écosystèmes marins. Bon, le phosphore en question, on peut le reboucler, on pourrait le renvoyer, on pourrait récupérer, par exemple, nos propres déjections, au moins nos urines, les retraiter, les revaloriser comme intrants agricoles, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, il suffit de le faire, voilà. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? On se met à la merci de ne plus avoir, demain, de phosphore. Parce que le phosphore, donc, comme le cycle ne se fait plus, et comme les sols sont infoutus aujourd'hui, en tout cas tous ceux qui ont été en intensif pendant des décennies, ils sont infoutus de faire pousser une tomate tout seul, on perfuse artificiellement les sols avec des engrais qui contiennent des phosphates. Ces phosphates, ils sont où? 70 à 80% des réserves, c'est dans le sud du Maroc. Et les chaînes d'approvisionnement qui sont liées à ça, elles requièrent du pétrole bon marché. Et je ne dis pas que du jour au lendemain, il n'y aura plus de phosphore, mais je dis qu'à long terme, la tendance longue, c'est qu'il y en aura de moins en moins. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de s'en passer? On peut. Voilà, donc toilettes à séparation d'urine en ville, toilettes sèches à la campagne, etc. Enfin, je peux vous éventuellement évoquer, pour terminer sur la lithosphère, le sable de construction. Certains d'entre vous savent, j'en suis sûr, que nous avons déjà un problème de disponibilité de sable pour les constructions, donc pour les infrastructures. Savez-vous qu'en 2017 et 2018, en 2 ans, la Chine a produit plus de ciment, donc de sable, que les États-Unis pendant tout le XXe siècle? Les accélérations sont absolument phénoménales, et si on ne le sait pas, si on ne regarde pas les chiffres, on ne peut pas l'imaginer. Et ce n'est pas juste ces 2 années-là, c'est depuis au moins 2011 que c'est le cas. La Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, à Dubaï, a été construit avec du sable importé d'Australie. Et lorsque l'on regarde également ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés du sable, surtout c'est un marché noir, un gros marché noir qui s'est organisé, des gens qui volent des littoraux entiers et qui ensuite les revendent sur des marchés noirs, et même des fois qui s'entretuent pour du sable. Bon, alors c'est un problème d'énergie, mesdames et messieurs, ou de matières premières? Eh bien les deux, voyez-vous, mon colonel, parce que les minerais sont de moins en moins concentrés, il faut donc de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, et comme l'énergie est de moins en moins disponible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. L'un multiplié par l'autre, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, autrement dit un emballement du système. Dit autrement, nous allons atteindre des limites beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit. On va se faire avoir. On est en train de se faire surprendre. Il y a certaines accélérations qui sont en train de se mettre en place dans le système. Il y a des boucles de régulation qui calment le jeu, mais il y en a d'autres qui sont des boucles d'amplification, et on va se faire avoir. Après la lithosphère, la deuxième dimension du système Terre, c'est l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète, les eaux de surface, les eaux de profondeur, etc. Alors, petit état des lieux de l'état. Bon, petite synthèse de l'état de l'hydrosphère. L'hydrosphère, elle est polluée, pollution chimique absolument partout aujourd'hui. Nous avons des pollutions physiques également, ça c'est aux Philippines. Nous avons des pollutions qui touchent les animaux également, sur Terre comme en mer. Nous avons des phénomènes d'acidification qui touchent notamment les barrières de coraux, qui vont disparaître très probablement, puisque les experts nous disent que si on atteint un réchauffement de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est minimum 99% des coraux qui disparaîtront. On a des phénomènes ensuite de réchauffement, je ne vous l'apprends pas. On a des phénomènes du coup, parce que c'est lié d'augmentation du rythme de hausse du niveau de la mer. On a des phénomènes de salinisation des nappes, dont dépendent certaines activités agricoles, notamment ce monsieur qui était agriculteur au Bangladesh, quand la nappe dont il dépendait s'est salinisée, à la fois parce que le niveau de la mer monte et parce que lui et d'autres pompent dedans et donc le niveau de la nappe descend, et bien au final ça se salinise et en surface c'est la fin des haricots.
Nous avons également des phénomènes d'assèchement qui étaient connus et anticipés, mais qui se passent beaucoup plus tôt que ce qu'on avait anticipé. Là, c'est la Loire il y a 1 an. Et nous avons des phénomènes également de désoxygénation, donc moins, voire pas du tout d'oxygène dans certains écosystèmes, enfin, à certains niveaux, à certains endroits dans l'océan et sur les littoraux, et donc à certains endroits des écosystèmes entiers qui s'asphyxient et carrément disparaissent, s'effondrent. Troisième dimension du système Terre, la cryosphère. Pour être tout à fait précis, c'est une sous-partie de l'hydrosphère parce que c'est l'eau également, mais sous forme solide. Ce sont les glaciers, c'est les banquises, c'est le permafrost ou le pergélisol, le sol gelé des hautes latitudes, c'est également les inland seas, c'est-à-dire Groenland et Antarctique, et ça fond. Voilà, ça fond, et ça fond plus vite que ce qu'on pense. Il y a pas mal d'études en ce moment qui montrent qu'on n'a pas encore les modèles permettant de comprendre pourquoi ça fond aussi vite. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, ça c'est le dernier rapport spécial du GIEC consacré à la cryosphère, c'est qu'effectivement, ça fond par en dessous, au niveau de la glace, à l'interface entre la glace, l'eau et la roche, et qu'il y a des phénomènes là qui sont particulièrement compliqués, qu'on ne sait pas les modéliser, et que donc ça nous dépasse en termes d'accélération. On sait que le réchauffement de l'Arctique est 4 fois plus rapide que dans le reste du monde en moyenne. La quatrième dimension du monde naturel, ou du système Terre, finalement c'est presque pareil, c'est l'atmosphère. Bon, vous savez ce que c'est. Si on retrace si on regarde ce que nous disent les carottages glaciaires en Antarctique, et si on reconstitue la concentration atmosphérique en CO2 sur les 800 000 dernières années, voilà ce qu'on observe. Des hauts, des bas. Ça corrèle extrêmement fort avec des aires glaciaires, ce sont les minimales, c'est ici les aires glaciaires, et puis les périodes interglaciaires ici. Voilà. C'est très corrélé. C'est donc une sorte de cycle, n'est-ce pas? Voilà, mais aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est au-dessus de 420 parties par million, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas du tout un cycle. Si on zoome sur les 2000 dernières années, voilà ce que donne l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, et donc si on transforme ça, si on regarde ce que ça crée du côté de température, voilà. Donc là, c'est Jésus, et là, c'est vous. Ce n'est pas un cycle. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi diable on ne parvient pas à diminuer ces émissions de gaz à effet de serre? Parce qu'on en fait des choses quand même, on essaye, on met du fric là-dessus, non? Pourquoi on n'y arrive pas? Vous le savez, vous connaissez la réponse. Est-ce que cette société dans laquelle on vit et toutes les autres ont fondamentalement changé depuis 20 ans? Oh, il y a plein de choses qui se sont améliorées ou qui ont évolué, en bien ou en mal. Mais bon, globalement, on a accéléré plus qu'autre chose. Les finalités restent les mêmes, à la fois pour les sociétés, pour les entreprises, pour les individus. Les objectifs, les indicateurs restent les mêmes. Bon, ben voilà, c'est tout. On ne pourra pas vraiment résoudre cette question tant qu'on en est là. Aujourd'hui, si on regarde l'empreinte carbone moyenne d'un Français, on est à peu près à 9,9 tonnes équivalent CO2 par an. Et bon, les principaux postes, si vous voulez, c'est la voiture individuelle, le chauffage et la bidoche. Et je ne suis pas en train de vous dire de tous devenir vegan, mais il faut se calmer sur la bidoche et sur les produits laitiers, pour des raisons purement climatiques. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, je parle juste des raisons purement climatiques. Ouais, il faut se calmer sérieusement. Parce que si l'on veut respecter l'accord de Paris, eh bien, il faut que dans les 27 prochaines années, on passe de 9,9 à 2 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Et cette division par 5 en 27 ans, ce n'est pas par du flexitarisme qu'on va y arriver, par covoiturer un petit peu et prendre moins l'avion. C'est pas vrai. Et j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. J'ai juste dit, c'est un changement de société, ça, mesdames et messieurs. Sur la deuxième ligne, on n'a pas ce qu'on veut quand on veut, autant qu'on veut. On ne va pas où on veut, autant qu'on veut, aussi souvent qu'on veut. C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas possible. On ne prend pas sa voiture individuelle pour faire quelques kilomètres, pour aller dans un hypermarché où on va choisir parmi 250 marques de yaourt. Non, ça n'existe pas, ça, à la deuxième ligne. Ce modèle de société n'existe plus, en fait. Et en 2050, il ne fera pas le climat de Bilbao à Paris. Parce que ça, je l'ai lu. J'ai aussi lu qu'il allait faire le climat de Séville à Bordeaux. Ben non. C'est la température annuelle moyenne en 2050 à Paris qui sera peut-être sensiblement égale à la température annuelle moyenne actuelle à Bilbao. Mais un climat, c'est bien autre chose qu'une température annuelle moyenne. Notamment, c'est un cycle de l'eau déréglé, et puis c'est des extrêmes qui sont extrêmes. Voilà. Donc c'est plusieurs jours par an à 53, 54 degrés Celsius sur Paris. Et ça, bon, ok, ça crée quelques morts chez nous. Mais finalement, ce n'est pas ça qui remet en question nos sociétés. Non, ce qui remet en question nos sociétés, c'est que la faune et la flore n'y résisteront pas. Les arbres n'y résisteront probablement pas, en tout cas, peut-être pas tous. Beaucoup n'y résisteront pas, et nos productions agricoles, pour beaucoup, n'y résisteront pas non plus. Ce sont des disruptions écologiques et sociétales majeures. Alors, est-ce qu'on décarbone, puisque c'est ça le but, Je suis désolé, mais non. Non, on ne décarbone pas, non. Pas au niveau mondial, en tout cas, c'est-à-dire la seule échelle qui vaille pour la décarbonation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir à d'autres échelles, je dis juste que quand on regarde le résultat final, si ça ne décarbone pas au niveau mondial, c'est que ça ne marche pas, point barre.
Là, 85% de l'énergie primaire est encore produite à partir des combustibles fossiles aujourd'hui. Est-ce que les COP vont nous sortir de là? Les COP, voyez-vous, il y a plein de choses très intéressantes dans les COP. Hein. Évidemment, il y a plein de gens très bien aussi. Il y a des choses qui en sortent, qui sont salutaires. Hein. Mais est-ce que ça va suffire? Pour l'instant, en tout cas, ça ne suffit pas. Et moi, je pense qu'une des raisons, il y en a plein d'autres, hein, mais une des raisons, en tout cas, elle est illustrée par l'article 3, alinéa 5 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est le texte cadre qui encadre les COP. Et on peut lire qu'il faut une croissance économique durable, qu'il faut un développement durable et ne pas gêner le commerce international. Donc, globalement, on peut dire qu'on essaie de résoudre un problème en gênant le moins possible le système qui l'engendre. Ben, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Quand on regarde depuis les années 60 comment évolue la concentration de masse fréquence CO2, elle continue d'augmenter et en plus, de plus en plus vite. Et ça, c'est le début des COP. Alors, si on n'avait pas eu les COP, attention, hein, on serait certainement là. Donc, c'est déjà ça de prix. Hein. C'est déjà ça de prix. Donc, moi, je suis tout à fait OK pour qu'on ait ça comme outil dans notre palette d'outils. Mais pour qu'on considère que la solution viendra de là, non, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a un potentiel de freinage dans les COP. On l'utilise, on peut certainement faire mieux, voilà, mais il y a un potentiel de freinage, pas un potentiel de résolution de problème. Ce n'est pas en appuyant à fond sur la pédale de frein qu'on va faire une marche arrière. Ça ne marche pas, ce n'est pas la même fonction. Et là, on a besoin d'une marche arrière sur les émissions. Ça ne marchera pas, ce n'est pas le bon levier. Bref. La 5e dimension du monde naturel, c'est la biosphère, c'est l'ensemble du vivant, c'est tout ce qui vit, quelle que soit la forme. Il y a énormément d'études, évidemment. Celle-ci me paraît intéressante, certains la connaissent bien sûr. C'est des gens qui ont reconstitué la dynamique de population de vertébrés, environ 32 000 populations partout sur Terre depuis 1970. On observe des taux de déclin absolument partout, à quelques très rares exceptions très locales. Et si on fait la moyenne de ces taux de déclin, entre 1970 et 2018, donc en 48 ans, on obtient 69%. Et aujourd'hui, je me retrouve, pas justement, hein, surtout qu'en plus je ne suis pas un spécialiste de la biodiversité, hein, bien évidemment, mais en tout cas il y a des gens comme moi qui se retrouvent face à des auditoires et qui leur sortent une phrase qui est encore difficile à croire. Moi, à chaque fois que je la prononce, j'ai mon épine dorsale comme ça qui se glace. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Je ne cherche pas à vous faire peur. Je vous dis ce qu'on déduit des observations dont on dispose. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Quand est qu'on se bouge? Exemple, un tiers des oiseaux de campagne en France ont disparu en 15 ans. En Allemagne du Nord, c'est plus de 75% de la biomasse d'insectes volants qui ont disparu en 27 ans. Si on regarde au niveau mondial les mammifères terrestres et marins et qu'on évalue la biomasse, la masse totale qu'ils représentent, on évalue aujourd'hui que 62% de cette masse, c'est les animaux d'élevage, 34% les humains, il reste 4% de faune sauvage. Voilà le monde dans lequel nous vivons, mesdames et messieurs. Et ne croyez pas que ce sont des accidents du système, des dysfonctionnements malencontreux du système qu'on pourrait réparer. Ce sont des effets de bord normaux du système. Ce sont des impacts et des implications et des conséquences tout à fait prévisibles de la somme de nos modes de vie, même si on ne s'en rend pas compte et qu'on ne veut pas détruire la nature, c'est ça qui se passe. Je ne cherche à culpabiliser personne, hein. Ce n'est pas le but ici. Hein. Mais je cherche juste une fois de plus à vous dire un certain nombre de vérités qui sont difficiles à entendre et j'ai compris que ça faisait mal. On va encore descendre un petit peu avant de remonter, d'accord ? La 6e et dernière dimension du système Terre, c'est la pédosphère. Alors, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est les sols. Et les experts des sols nous disent que 75% des sols au niveau mondial sont dégradés par les activités humaines et 33% extrêmement dégradés. Voilà, si vous voulez, l'état des lieux le plus neutre possible, j'ai envie de vous dire. Le plus, voilà. Je ne vous donne pas mon avis parce qu'on s'en fout, du système Terre. Et à côté du système Terre, il y a l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est la sphère des activités humaines, c'est à la fois les constructions humaines. Si vous ne connaissez pas pour ceux qui ne connaissent pas cette étude, allez jeter un coup d'œil à la grande accélération. À gauche, nous avons un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines qui font boom depuis une cinquantaine d'années. Par exemple, l'usage d'énergie primaire, la consommation d'engrais, la consommation d'eau, la production de papier, etc. Et à droite, nous avons les impacts sur le système Terre qui également font boom. La concentration en gaz à effet de serre, nous avons l'acidification des océans, nous avons l'accumulation d'azote dans les zones côtières, nous avons la perte de forêts tropicales, etc. etc. Donc, l'anthroposphère explose, les impacts sur le système Terre, pardon, oups, c'était pas voulu, c'est parti dans le mauvais sens, également. Et donc, deuxième étude que nombre d'entre vous connaîtront également, les limites planétaires, publiée en 2009, remise à jour un certain nombre de fois depuis, la dernière fois c'était à peu près un an, qui a essayé de répondre à la question suivante. Et là, si ce n'était pas clair, ça va déjà le devenir encore plus.
De quoi je vous parle depuis le début, quoi? C'est quoi les enjeux? Alors, ces gens-là, ils se sont posé la question suivante, est-ce qu'il n'y a pas des limites à respecter, enfin à ne pas dépasser, des seuils à ne pas dépasser, pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre? Voilà. Alors quand je dis habitabilité, c'est pour un grand nombre de formes de vie, notamment les formes de vie animales développées dont nous faisons partie, pour avoir une planète habitable. Voilà l'enjeu. Je sais bien qu'on a tous nos enjeux, nos préoccupations, nos problèmes. Je sais bien qu'on a des graves problèmes avec la réforme des retraites, enfin on a eu des graves problèmes avec la réforme des retraites, je sais bien que nous avons des problèmes à différents niveaux sanitaires, et puis encore bien pire, hein, au niveau mondial, la famine, la guerre en ce moment, et puis les droits de l'homme, et que sais-je. Mais là, je vous dis que dans les 20 à 30 prochaines années se joue l'habitabilité de la planète Terre. Ça ne veut pas dire que dans 30 ans, plus rien n'existera. Ça prendra plus de temps que ça, mais ça se joue maintenant, dans cette première moitié de siècle, de ce que l'on fait ou ne fait pas. Donc, quand c'est qu'on se secoue sérieusement les pupus. Alors, est-ce qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Oui. Ils en ont identifié 9. Je ne veux pas aller trop dans le détail, mais ensuite, ils ont essayé d'identifier, enfin d'évaluer pour chacune de ces limites où on en était. Bon, une fois de plus, je n'explique pas tout, parce qu'il y a 9 limites, mais il y en a plusieurs qui sont découpées en sous-limites. Bref, passons. On a dépassé une limite sur le cycle de l'eau. On a dépassé une limite sur le changement climatique. On est au-delà de la zone de stabilité du système climatique planétaire. On a dépassé une limite concernant la biodiversité, on vient de le voir, concernant l'usage des sols et la dégradation des sols, concernant les entités nouvelles, c'est-à-dire ce que l'on met dans la nature et qu'elle ne s'est pas dégradée. Grosso modo, des pollutions, des déchets. Et ici, les cycles biogéochimiques, ce sont les grands cycles du vivant, en l'occurrence avec un zoom sur 2 cycles de nutriments essentiels, le phosphore dont on a parlé, et l'azote. Toutes ces limites sont dépassées. La limite sur l'acidification des océans, on en est proche. Celle concernant les aérosols dans l'atmosphère, on ne sait pas encore, on n'a pas de quantification au niveau planétaire. Donc, on ne sait pas encore si cette limite a été ou non dépassée. On en a donc dépassé sur les 9, au minimum 6. Je continue. On est dans une situation de dépassement écologique planétaire. La courbe rouge, c'est l'empreinte écologique, et je vais faire un raccourci simpliste, mais bon, passons. On va dire que c'est la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre. La courbe verte, la biocapacité, on va dire que c'est la capacité du système à encaisser ces pressions. On exerce sur le système Terre une pression qui est supérieure à ce que ce système sait encaisser, peut encaisser. Et ce, depuis plusieurs décennies, d'après ceux qui évaluent ces indicateurs. Il y a d'autres évaluations, mais elles sont à peu près similaires. Certaines disent que ce serait depuis la fin des années 70. Bon, ça fait plusieurs décennies qu'on fait subir au système Terre plus que ce qu'il ne peut supporter. La courbe rouge, si vous voulez, la pression qu'on exerce, il y a différentes natures de pression. En amont, on prélève des ressources. Certaines ne sont pas renouvelables, on puise dans des stocks. Certaines sont renouvelables, on les exploite, mais si on les exploite à un rythme supérieur au taux de renouvellement, ça devient des stocks finis qui s'épuisent. Ensuite, on transforme ces ressources en biens, en services, en plein d'autres choses, infrastructures, que sais-je, avec de l'énergie. Et en aval, on rejette des déchets et des pollutions. Voilà, les différentes dimensions pour simplifier. Ah non, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Entre l'amont et l'aval, donc c'est les sociétés humaines, et les sociétés humaines, elles transforment la nature, et elles détruisent en partie la nature. Voilà, donc en amont, on prélève, en aval, on génère des pollutions, et au milieu, on transforme et on détruit. Que se passe-t-il? Ça, c'est une autre étude. Les limites, Limits to Growth, publié d'abord dans les années 70, puis republié au début des années 2003, mise à jour. Pareil, hein, voilà, on pourrait passer avec grand plaisir plusieurs heures là-dessus. Beaucoup de choses à en dire, mais je me focalise sur simplement un petit graphique. Un petit graphique qui répond à la question suivante. Que se passe-t-il lorsqu'un système qui a une limite se trouve confronté à une pression qui augmente dans le temps? Le système, c'est la Terre. La limite, c'est la courbe verte, ici en pointillé, et la pression qu'on exerce, c'est la courbe rouge. Bon, alors, si vous voulez, on fait croître la pression en haut à gauche, ça veut dire qu'on détruit de plus en plus. Mais, bon, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais si la courbe verte reste au-dessus, soit parce qu'elle augmente elle-même, par exemple, parce qu'elle n'est pas fiable, elle n'est pas stable dans le temps, hein, elle n'est pas fixe, eh bien, on détruit, mais ça répare encore plus vite qu'on détruit. On pollue, mais ça absorbe plus vite le flux de pollution que le flux que nous générons, donc c'est stable, c'est valable. Mais, que se passe-t-il? Là, on descend en bas, si la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, et je viens de vous dire que c'était le cas. Eh bien, la grande leçon, si vous voulez, pas simplement de cette étude, hein, mais de toute façon, vous allez voir, c'est du bon sens.
Et en fait, ça a été prouvé et redémontré par la pratique et par la théorie X fois dans plein d'études et dans plein de champs disciplinaires. Le truc, c'est le suivant, c'est que la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. On peut l'organiser ou on le subira. Mais ça va se faire de toute façon. Parce qu'on ne peut pas durablement prélever plus que ce que la planète peut renouveler, parce qu'on ne peut pas détruire plus vite durablement que la capacité de régénération de la planète, etc. Donc c'est transitoire, le fait que la courbe rouge soit au-dessus de la courbe verte, c'est temporaire. Bon, donc elle va repasser en dessous. Soit elle repasse en dessous vite, et là, on est dans le cas en bas à gauche, et alors le système peut se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et ne pas se casser la gueule. Voilà. On aura remarqué que lorsque la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte commence à décliner très peu de temps après. Pourquoi? Parce que si, une fois de plus, on détruit la planète plus vite que sa capacité à se régénérer, sa capacité à se régénérer future, elle est moins bonne. Donc la courbe verte diminue. Donc, en bas à gauche, on a une courbe rouge qui repasse sous une courbe verte avant qu'elle n'ait trop diminué. Là, le système peut tenir. Mais si la courbe rouge repasse sous une courbe verte qui s'est effondrée entre-temps, c'est une toute autre histoire. Les implications sont totalement différentes. La courbe en bas à droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que de toute façon, la courbe rouge repassera, c'est physique, c'est thermodynamique aussi, sous la courbe verte, eh bien, la somme des impacts générés par les activités humaines sur Terre va s'effondrer. Je vous laisse dire ce que ça signifie pour nos sociétés. Jusqu'à présent, ça vous fait beaucoup peur, je sais. On ne va pas s'arrêter à ça complètement, mais laissez-moi vous poser cette question maintenant. Est-ce que, maintenant, avec tout ce qu'on vient de voir, enfin, on comprend la situation? Étant donné qu'il y a un point d'interrogation, ça veut dire que c'est une question et que vous pouvez y répondre. Donc, est-ce qu'on comprend maintenant la situation? Oui. Oui. Voilà. Et c'est l'erreur que commet tout le monde. Voilà. Eh bien non, mesdames et messieurs. Après ce préambule absolument indispensable, on n'a rien compris. Mais le pire, c'est qu'on croit avoir compris. Mais on n'a rien compris. Et quand je dis rien, j'insiste. Rien. Ah, pourquoi je dis ça? On a compris qu'il y avait des problèmes. Mais ils ne sont pas reliés entre eux, ces problèmes. Ils sont tous indépendants. Est-ce que ça change quelque chose, le fait qu'ils seraient reliés entre eux? Moi, je dis, on ne trouvera pas les bonnes solutions si on ne s'attaque pas au bon problème. Alors, prenons le changement climatique, par exemple. Est-ce que c'est un mal au sens de maladie? Et moi, si je vous dis que c'est juste un symptôme du problème, qui est que notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets. On prélève trop, on détruit trop, on transforme trop, on rejette trop de déchets et de pollution. Ces derniers sont soit liquides, soit solides, soit gazeux, et parmi les gaz, il y a une catégorie qu'on appelle les gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Et le changement climatique est une des multiples composantes de cette problématique. C'est un des multiples symptômes du problème de dépassement écologique planétaire. Et pourquoi c'est extrêmement important de faire cette distinction entre le mal et ses symptômes? Parce que je crois que ça ne suffit toujours pas pour que les gens comprennent. Alors j'ai développé une métaphore que je vais partager avec vous et qui ne fait absolument pas plaisir, mais au point où on en est, ce n'est pas très grave. Elle a le mérite d'être claire. Imaginez que vous ayez des problèmes chroniques de mal de tête. Imaginez que vous ayez des problèmes dermatologiques. Imaginez que vous ayez des problèmes de transit intestinal. Bon, mais si vous prenez ces choses-là comme différents problèmes à traiter, et que vous avez un expert, un docteur spécialisé des céphalées, là, des maux de crâne qui vient pour voir ça, et puis un autre qui est spécialisé, un dermatologue sur la peau qui va vous donner de quoi traiter ce problème-là, et puis un autre gastro-entérologue pour le troisième problème qui va venir et qui va vous dire voilà ce que vous pouvez faire pour votre ventre. Chacun aura une solution à vous proposer, certainement même une palette de solutions, et c'est formidable. On va avoir du paracétamol, de la pommade et de la tisane. Et avec ça, vous pouvez faire ces petits ajustements quotidiens qui vont soulager vos différents symptômes et vous pouvez vivre normalement sans avoir à vous remettre en question. Sauf que si ces choses-là ne sont pas différents problèmes, mais simplement différents symptômes du fait que vous avez un dérèglement systémique de votre organisme, par exemple un cancer généralisé, vous ne guérirez pas le cancer en faisant paracétamol plus pommade plus tisane. Et ça, personne ne l'a compris. Personne ne l'a compris. Et donc, nous avons des experts qui viennent nous parler de changement climatique, qui proposent des choses très intéressantes, et heureusement que certains sont là, et ça serait bien de suivre leurs conseils, parce que c'est vital. Parce que si on ne traite pas le changement climatique, on va crever. Et je ne suis pas en train de dire, je me porte en faux, ils font n'importe quoi, c'est pas significatif. Non, non, il y en a dans cette salle, et heureusement qu'ils sont là, c'est vital, mais dérisoire, c'est ce que je vous disais. Si on ne fait que ça, sans en même temps changer le système de fond,
On va soulager un symptôme, et les autres vont s'aggraver. On ne soigne pas le cancer, on ne soigne pas la maladie par la simple addition des traitements, des réponses techniques en fait, aux différents symptômes. Ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Rien. Donc moi, ce que je vais vous dire maintenant et après, dans la deuxième partie, c'est pas juste il faut faire plus fort, faut mettre plus d'argent. Oui, sans doute. Mais il faut surtout faire différent. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, changer de posture. Et vous allez voir, je vais vous donner un certain nombre d'idées en la matière. Mais je continue d'abord sur cette première partie. Désolé, ce n'est pas encore complètement fini. Voilà, des gens s'intéressent aux problèmes liés à la lithosphère, donc l'accès à des ressources dans la croûte terrestre. Il y a des gens qui travaillent sur les enjeux de l'hydrosphère, tout ce qui est l'eau, hein, accès à l'eau notamment. Des gens qui travaillent sur les enjeux sur la cryosphère, notamment par exemple les 2 milliards de personnes qui dépendent de la fonte des glaciers himalayens. On va bien rigoler dans la deuxième moitié a priori de ce siècle. Nous avons des gens qui travaillent sur les problèmes atmosphériques, ça peut être la pollution de l'air. Nous avons des gens, et heureusement merci, qui travaillent pour la biosphère et qui luttent pour la préservation de telle ou telle espèce, tel ou tel écosystème. Nous avons des gens qui travaillent sur la pédosphère, et notamment la production de bouffe, et des gens qui travaillent sur tous les enjeux de l'homme par l'homme pour l'homme au sein de l'anthroposphère. Et si un jour, par miracle, nous arrivions à traiter et à résoudre tout ça, ce qui est évidemment impossible, mais imaginons, le cancer serait toujours là. On aurait paracétamol plus pommade, plus tisane. Il y aurait d'autres choses qui seraient apparues, d'autres problèmes, ça aurait pris d'autres formes, il y aurait eu d'autres symptômes, ça serait un truc sans fin, ça ne bouclerait jamais. Je ne vais pas vous dire comment ça évoluerait, je peux vous dire que ça ne bouclerait jamais. Et donc face à ça, quels sont nos enjeux, ou qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas évidemment, je ne suis pas Nostradamus, vous dire exactement ce que vous allez vivre, je dis simplement ce qui nous va se passer pour nous, et là je dis le nous le plus intégral possible, l'humanité, avec bien évidemment des temporalités différentes en fonction de là où on se trouve et des inégalités majeures, certains pays réussissant à s'approprier plus que leur juste part et d'autres n'ayant plus rien trop tôt. Mais même malgré tout ça, à peu près tout le monde, je pense, y compris les ultra-riches, des pays riches, tout le monde va subir, je pense, dans les prochaines années et surtout décennies, une descente énergétique et matérielle. Nous aurons moins d'énergie disponible, en tendance lourde, et moins de matières premières. Et tout ça pour gérer plus de problèmes, puisque ça va se faire sur fond de changement de régime climatique. Il est bien évidemment important de l'atténuer le plus possible, enfin il est quand même là et on n'a pas fini de voir ses implications, avec des disruptions écologiques auxquelles on n'échappera pas, elles sont déjà en cours, avec des raréfactions et des pénuries pour notre société, des déstabilisations sociétales et des conflits. Et je ne suis pas là pour vous faire peur. Ce n'est pas mon but ce soir. C'est un effet de bord. Voilà, on va faire avec. Je vous dis que c'est ça nos enjeux, quoi que l'on fasse. Après, on peut quand même faire des choix dont on va parler après. Je termine cette première partie en disant encore deux choses. Un, nos vulnérabilités vis-à-vis de tout ça. Première vulnérabilité, on dépend de transport pour presque tout, et tous les transports demandent du pétrole abondant, bon marché. Même le train en France, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pétrole abondant bon marché, il ne dure pas très longtemps, on n'entretient pas les voies, les agents de la SNCF, ils vont bosser comment, etc. Nous dépendons également d'infrastructures et de réseaux, eau, gaz, électricité, télécommunications, etc., qui, pour fonctionner, pour être maintenus, demandent en permanence beaucoup d'énergie et de matières premières, notamment du sable, certains métaux, etc. Nous avons également mis de la technologie absolument partout, y compris pour ce qui est vital. Et ça, c'est une connerie sans nom. Et je ne suis pas technophobe, je dis juste que lorsqu'on se rend totalement dépendant d'une technologie pour des choses vitales, et que, parce qu'on a la technologie, on perd la compétence qu'on avait avant pour gérer ce truc-là, avant qu'il y ait la technologie, c'est débile, parce que la technologie, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un jour, elle va arrêter de marcher, et que le système qui est censé intervenir à ce moment-là, il va arrêter de marcher lui aussi. Bon, c'est pareil, hein. Tout ne va pas s'arrêter en même temps, c'est pas comme ça, c'est pas demain matin, c'est graduel, ça dépend, et je ne suis pas Nostradamus. Mais il y a des tendances longues qui font qu'il faut à minima se méfier. Voilà, pas être con non plus. Pas dépendre pour les choses vitales de choses qu'on ne saura plus faire si jamais le système arrête de fonctionner. Les solutions qu'on nous propose face à ça, globalement, elles rentrent toutes dans ce qu'on peut appeler le développement durable. Voilà. Bon, donc, il y a même l'économie circulaire, c'est quelque part une émanation du développement durable. La croissance verte, on en parlera un petit peu après, c'est une émanation du développement durable également. Les COP sont également une sorte de façon de mettre en œuvre pour un problème précis du développement durable, avec toujours les mêmes principes ou préceptes. Alors, ça veut dire quoi, durable? Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire, durable? Ça a l'air dur. Il y a un piège. Vous sentez qu'il y a un piège, là. Personne ne veut se faire piéger, d'accord? Ok, d'accord. Ça ne veut pas dire qui peut durer. Voilà. Ça, c'est ce qu'on trouve comment?
Oui, par exemple, durable, totalement. Non, alors bon, qui peut durer, c'est quelque chose qu'on va trouver dans le dictionnaire de papa-maman, mais pas là. Le développement durable a été construit sur un certain nombre de concepts, et ces concepts ont été élaborés par des économistes. Les économistes ont un gros problème, c'est qu'ils ramènent tout à la notion de capital. Et pour eux, la durabilité, c'est transmettre aux générations futures une quantité de capital qui n'est pas moindre que celle dont on dispose aujourd'hui. Voilà ce que ça veut dire durable. Et donc la durabilité, c'est ça. Sauf qu'il y a un problème, voyez-vous, de plus, c'est que l'économie, le modèle économique qui est utilisé aujourd'hui absolument partout dans nos sociétés, et c'est quasiment le cas mondialement, hein, très très peu d'exceptions, elles sont locales, c'est le modèle néoclassique. École classique en économie, née il y a environ 200 ans, puis ensuite a évolué en école néoclassique, mais les hypothèses fondamentales sont restées à peu près exactement les mêmes. Et parmi ces hypothèses fondamentales, vous voyez, alors donc ce sont tous les modèles économiques qui sont utilisés par les grandes entreprises, notamment les multinationales, par les États, Bercy, Washington, Bruxelles, etc., Pékin, par également l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, tous ces trucs-là sont néoclassiques. Alors, parmi les hypothèses, donc il y a celle-ci déjà. Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Que voulez-vous? Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et aujourd'hui encore, le caractère épuisable des ressources naturelles n'est pas intégré à nos modèles économiques. Deuxième hypothèse, un petit peu croustillante aussi, on la doit notamment à ce monsieur. Enfin, lui, il a eu le prix Nobel pour ça. D'ailleurs, lui, il a dit « le monde peut se passer des ressources naturelles ». Merci, monsieur Solow. Et donc, monsieur Solow, il a inventé le modèle de Solow, qui est vraiment au cœur de notre modèle de croissance économique. Et le modèle de Solow qui dit qu'on peut croître économiquement de manière indéfinie dans un monde fini. Ben oui, puisqu'on peut se passer des ressources naturelles, donc c'est facile. Ce modèle de Solow, il y a une hypothèse fondamentale dedans, qui est la substituabilité des facteurs de production. Ça veut dire que les différents capitaux qu'on utilise pour produire de la valeur ajoutée économique sont interchangeables entre eux. Je traduis. S'il n'y a plus d'hommes, on les remplace par des machines. Puis s'il n'y a plus de machines, on remet des hommes. C'est interchangeable. Bon, c'est un peu con, déjà, mais pourquoi pas. Sauf que maintenant, on applique ça, ces modèles-là, et ces principes-là de substituabilité des capitaux, au monde réel, où il y a des ressources naturelles. Alors, ça veut dire quoi, appliquer aux ressources naturelles? Il n'y a plus de pollinisateurs. C'est pas grave, on les remplace par des drones. C'est pareil. On coupe tout le bois qu'il y a sur Terre, tous les arbres, on les coupe tous. J'espère qu'on ne le fera pas. Imaginons qu'on les laisse pourrir. Bon, c'est une perte de capital, mais si on utilise le bois pour faire des outils, du mobilier, de l'immobilier, de l'énergie pour des industries, etc., alors ce n'est pas une perte de capital, c'est un transfert d'une forme de capital vers une autre forme de capital. Et globalement, la quantité globale de capital ne diminue pas, c'est durable. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, quand vous voyez développement durable, ça veut dire ça. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle, et je n'ai pas le temps de développer, mais je vous invite, si vous ne connaissez pas ces notions, à aller vite vous renseigner dessus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la durabilité faible. Et d'autres économistes, depuis le début des années 90, ont développé une autre vision de la durabilité qui est différente, notamment qui dit, en fait, au début des années 90, il y a des économistes et des scientifiques qui se sont mis ensemble et qui ont créé un groupe, qui ont créé ce que maintenant on appelle l'économie écologique et qui ont dit, c'est totalement débile votre histoire de durabilité, jamais de la vie ça peut être durable. Pour que ce soit durable, il faut rajouter beaucoup de critères. Par exemple, on ne prélève pas plus vite que le taux de renouvellement des ressources renouvelables. Quand ce sont des ressources non renouvelables, on ne les prélève pas plus vite que notre capacité à trouver des substituts. On ne génère pas plus de pollution, pas plus vite que la capacité du système à absorber ces pollutions, sachant qu'en plus, il ne peut pas tout absorber, etc. Bon, donc, la durabilité, c'est absurde. Et donc, ils ont créé d'autres modèles économiques, et là, on appelle ça aujourd'hui la durabilité forte, mais ce n'est pas utilisé. Les modèles de durabilité forte sont des modèles hétérodoxes, qui sont vraiment très marginaux et pas utilisés. Voilà, donc, quand vous entendez développement durable, quand vous entendez croissance durable, quand vous entendez économie durable, quand vous entendez durable, eh bien, ça veut dire durabilité faible, et durabilité faible dans un monde de ressources finies, ça veut dire non durable. Voilà, mesdames et messieurs. Ça ne veut pas dire que tout est acheté dans le développement durable, c'est comme les COP, plein de gens très bien, plein de très bonnes idées, plein de choses à y prendre, mais le cadre conceptuel général est hors sol, et il ne marchera pas. D'ailleurs, il ne marche pas. Je veux dire, on a institué partout dans le monde depuis 1992, à Rio, on a mis le développement durable absolument partout. Maintenant, le développement durable, il est partout, et est-ce que le monde est plus durable qu'avant? Ben non. Ça ne marche pas. On devrait maintenant quand même dire, bon, bah alors finalement, manifestement, il y a une couille dans le potage. Mais on ne le fait pas. Donc, la technologie va nous sauver. Et bien voilà, excusez-moi, je suis bête. Moi. Évidemment, la technologie va nous sauver. Moi, je vous dis que c'est une vulnérabilité, ça nous s'est présenté comme une solution. La technologie ne peut pas être une solution.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un rôle à jouer. Mais en tant que telle, elle ne peut pas être une solution. C'était une réponse technique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une réponse technique n'a absolument aucune espèce d'importance face à un problème systémique. Ce n'est pas en faisant la somme de solutions techniques qu'on pourra résoudre un problème systémique. Il faut un changement systémique. Donc la technologie, elle peut éventuellement aider un changement systémique. Elle peut faire partie de la solution si elle est mise au service d'un nouveau projet de société. Voilà. S'il n'y a pas de nouveau projet de société, il n'y a pas de solution. Point. Un exemple, la 5G. La 5G, fallait y aller. Même si les opérateurs de téléphonie français ne voulaient pas trop y aller. Olivier Roussat, le patron de Bouygues Télécom, c'est a priori pas un décroissant altermondialiste. Il a dit en juin 2020 devant le Sénat que si on développait la 5G, ce serait une explosion de la consommation électrique des opérateurs de téléphonie mobile et que ce serait totalement contraire aux objectifs climatiques auxquels la France était engagée. Oh là, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Ça, il n'a pas accepté, hein, Emmanuel. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui, évidemment. Donc si vous émettiez un doute sur la pertinence de développer la 5G, vous étiez un ami, je ne pense pas que c'était un compliment. En l'occurrence, le truc est le suivant, c'est qu'on ne pouvait pas ne pas y aller, vous comprenez? C'est pas possible, parce que ça existe. Et ouais, parce qu'ils ont développé ça, et puis il y a quelqu'un quelque part qui va bien le faire, et si lui il le fait, nous on ne le fait pas, alors qu'on pourrait le faire, on est moins compétitif. Ah, c'est pas possible. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va un cran plus loin dans un domaine, ben, tous ceux qui peuvent suivre doivent suivre, doivent, pas le choix. C'est une course en avant, ingagnable. Ingagnable. On appelle le syndrome de la reine rouge en thermodynamique, il faut courir toujours plus vite pour rester sur place. Nous adorons la technologie, l'innovation technologique, on est bon, c'est un outil qu'on maîtrise plutôt pas mal, on ne peut pas tout faire, mais on est bon, on aime ça, et on veut être utile, alors qu'est-ce qu'on fait? On applique notre outil au problème. Sauf que là, en l'occurrence, les outils sont techniques et le problème est systémique, donc ça ne marche pas. Donc on déplace la pression dans le système, on allège certaines dimensions du problème, mais on en aggrave d'autres. On va dire, ouais, on va faire des renouvelables et tout. OK, et on est du côté de la solution. Bah, du côté de la solution, ça dépend ce qu'on regarde. Si tu mets des renouvelables, ben oui, c'est mieux parce que tu décarbones une partie de la production électrique. Donc effectivement, moins d'émissions a priori. Voilà, bon, ça dépend comment c'est fait, où c'est fait, mais globalement, c'est plutôt OK. Donc une solution dans le silo changement climatique. Ou changement climatique, énergie, voilà, bon. Très bien, très bien, j'ai pas dit qu'il fallait pas, il faut. Mais, est-ce que c'est une solution globale? C'est une intensification des flux extractifs, une pression accrue sur des écosystèmes, une pression accrue sur l'eau, une pression accrue de pollution, une pression accrue en termes de santé publique sur des populations locales, une pression accrue en termes de droits de l'homme également à certains endroits sur les populations locales. Donc, c'est un arbitrage, c'est pas une solution, c'est un arbitrage. Et moi, je veux bien l'entendre, hein. Pourquoi pas, hein. Mais au moins, soyons honnêtes. Et arrêtons de nous leurrer, de nous bercer d'illusions. Ce n'est pas une solution. Tant qu'il n'y a pas de descente énergétique et matérielle massive pour ramener la somme des pressions exercées par les activités humaines en deçà de la capacité de charge de la planète, tant qu'il n'y a pas ça, plus une régénération massive des écosystèmes et du reste de la biosphère, d'ailleurs, pas que les écosystèmes, il y a d'autres choses, d'autres principes et mécanismes, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de solution. On ne peut que soulager temporairement un symptôme en aggravant les autres au passage. Voilà. Et si j'ai mis cette image, c'est juste qu'on ne se remet pas en question. Donc, l'outil ne marche pas. Mais on ne va pas dire « Ah, l'outil ne marche pas ». On va dire « Non, il va marcher. Ben, il faut le faire plus, il faut le faire mieux. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore de volonté politique. Oui, mais c'est parce qu'il y a ceci qui déconne, parce que le marché, machin, mais c'est pas de peau. Mais on va quand même faire ci, et puis ça va finir par marcher. » Ben non. On perd du temps, de l'énergie, des ressources. Une fois de plus, je n'ai pas dit que tout était inutile, mais ce n'est pas des solutions. Donc, voilà, au lieu de changer l'outil dont on dispose, on change la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à notre outil. Quand notre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Bref, mesdames et messieurs, je ne peux pas vous démontrer par A plus B, au sens mathématique du terme, que ça va mal, mais avouez que c'est possible. Et je suis personnellement un expert des risques systémiques, et en tant qu'expert des risques, je n'attends pas d'avoir la preuve que le bateau est en train de couler avant de l'équiper de canaux de sauvetage. Et donc nous allons voir ce que ça signifie. Déjà, ça va se passer dans la tête. Première chose à faire, c'est de faire exploser un certain nombre d'idées préconçues, voilà, déconstruire des choses, et par exemple, cette idée. Ils vont trouver des solutions. Alors moi, je les connais personnellement, et ils n'ont pas de solution. Je dis ça parce que moi j'ai fait partie de pendant pas mal d'années, dans les années 2000, à chercher. Sauf que moi, je ne suis pas maso non plus, quoi.
Au bout d'un moment, quand ça ne marche pas, plutôt que de continuer à faire c'est de toujours d'aller dans la même direction, je me fais oh, stop, temps mort, je recule, je dis c'est juste, ça boucle pas. Si, c'est comme essayer de résoudre un Rubik's Cube, sans changer les autres faces, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Tu changes tout en même temps, tout le temps, et ça boucle jamais. Et j'ai rien, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça, il n'y a pas de solution. Et puis ensuite, je me suis dit, ah, mais la systémique, peut-être qu'il y a quand même des choses à aller chercher là-dedans. Et j'ai repris mes vieilles notions de systémique, je me suis refoutu à fond dedans, j'ai passé 4 ans, et je suis arrivé à être devant vous ce soir, à vous expliquer des choses qui font plaisir. Mais globalement, la systémique m'a permis de comprendre que c'est surtout un changement de posture. On prend pas on n'a pas la bonne vision du problème, on ne le prend pas de la bonne manière, à la bonne hauteur. Et une fois de plus, on ne pourra pas tout résoudre, mais on peut faire des choses quand on réalise ça. Alors déjà, une fois de plus, je continue, ça passe d'abord dans la tête, le fait de se raconter des nouvelles histoires, des nouveaux récits, parce que les récits, déjà, influencent nos perceptions de l'avenir, de ce qu'il peut, de ce qu'il devrait éventuellement être. Est-ce que c'est ça, par exemple, l'avenir qu'on veut mettre en avant? La Smart City. Il y a des gens, pour eux, c'est l'avenir, c'est la Smart City. Il y a des milliards qui sont mis sur des projets de Smart City. Je dirais juste 3 choses. 1, flux extractif énorme, puisque c'est plein de trucs connectés qui n'ont qu'une durée de vie limitée, avec des batteries qui n'ont qu'une durée de vie limitée, qu'il faut tout le temps changer, remplacer, enfin tout le temps. Voilà. Donc déjà. 2, plus tu as une ville qui est entièrement connectée en temps réel avec de la technologie partout, plus ta ville est hackable, piratable au sens informatique du terme. On est à l'époque des pirates informatiques qui sont de plus en plus bons, de plus en plus efficaces. Donc c'est une vulnérabilité totale. On peut bloquer une ville entière, éventuellement, potentiellement. Troisième chose que je voulais vous dire, c'est que la ville durable, présentée comme durable, souvent, mais en tout cas, la ville, la Smart City, c'est le rêve de tout dictateur. Est-ce que c'est ça, l'avenir? On va transformer l'homme lui-même. Moi, je dis, oui, vas-y, Coco, on va bien rigoler quand on va te pirater ta puce. Voilà, qu'il le fasse, qu'il s'amuse. Non, mais voilà, Elon Musk mis à fond là-dedans, par exemple, pour prendre un exemple, il y en a plein. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut? C'est ça les imaginaires qu'on veut développer? Ou est-ce que c'est ça, par exemple, des gens qui, localement, se mettent ensemble pour produire une partie de leur énergie, de leur bouffe, de leur habitat? Ça fait peut-être un peu plus sens, mais ça fait envie à qui? Ça convainc qui? Toujours les mêmes, quelques-uns, une frange de cette société, qui n'a pas tort, fondamentalement. Mais par contre, elle a tort de ne raconter son histoire que comme elle la raconte, quand elle la raconte. Parce qu'on fait de l'entre-soi. Et puis ça ne bouge pas. Donc il est temps aujourd'hui de s'emparer de ces questions pour proposer de différentes manières de développer, de déployer ce genre de choses avec différentes façons de faire, différents objectifs, différentes façons de mesurer les réussites et les échecs, différentes façons de représenter le projet, différentes personnes pour le faire, qui incarnent différentes hiérarchies de valeurs et qui inspirent différents types de personnes, pour que ce soit plus de l'entre-soi. Donc à nous maintenant de nous emparer, et comme je sais très bien qu'un journaliste ne fait pas tout ce qu'il veut, hein. Dans la plupart des cas, il y a un rédac chef, etc. Mais malgré tout, vous avez tout de même, je pense, un rôle à jouer là-dedans. Et nous aider à façonner de nouveaux imaginaires collectifs variés, qui vont dans le même sens, qui ont quelque part des points communs, les mêmes principes fondamentaux organisateurs, mais dans la manière de faire, dans la manière de raconter différent. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé. Ouais, je pèse mon mot, la guerre. Vous savez ce que c'est l'imaginaire dominant aujourd'hui? Selon moi, je n'ai pas une expertise des imaginaires, mais selon moi, l'imaginaire dominant aujourd'hui, c'est on va y arriver. C'est l'humain génial, il s'en est toujours sorti, la technologie gna gna gna, et puis vers l'infini et au-delà. Bon, quand cet imaginaire-là ne pourra plus survivre, puisqu'il aura clairement heurté de plein fouet les limites physiques et écologiques de cette planète, ce qui est en train d'arriver, eh bien, les gens vont être en panne d'imaginaire, donc ils vont aller se raccrocher à d'autres imaginaires. C'est quoi le plan B? Le plan B, c'est une famille d'imaginaires, essentiellement, aujourd'hui, très variés, mais qui ont tout un point commun. C'est que ce sont des imaginaires de repli. Ça va être des replis individualistes, ça va être des replis de classe, des replis de caste, des replis communautaires, des replis idéologiques, des replis religieux, des replis survivalistes, etc. Une énorme quantité de types de replis différents, mais replis néanmoins. Et au final, la société se clive. Et pour faire front collectivement face à ce qui arrive,
créer de la résilience, parce que je vais vous en parler juste après. Non, ça ne va pas. Donc, il y a une autre famille de récits. Oh, je ne l'ai pas inventée, hein, elle existe déjà, il y a plein de choses, mais elle n'est pas encore assez puissante. C'est la famille des récits qui dit on va travailler les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Je dis qu'il faut à tout prix que cette nouvelle famille de récits se diffuse, inspire, large, etc. C'est pas parce que moi je préfère, c'est pas parce que idéologiquement je trouve ça plus cool. Non, ça n'a rien à voir, c'est parce que vous avez face à vous aussi un expert des systèmes résilients, et qu'en tant qu'expert des systèmes résilients, je peux vous dire que dans l'histoire, il n'y a pas un cas où il y a eu une raréfaction des ressources, et où les sociétés n'ont pas explosé, ne sont pas effondrées d'une manière ou d'une autre, s'ils n'ont pas réussi à mettre en place une solidarité à la fois intra- et intercommunautaire, à la fois intra- et interterritoriale. Voilà, ça c'est comme ça qu'on s'en sort. Après c'est compliqué, hein, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais à court terme, il y a des effets de bord, il y a des effets contraires, c'est-à-dire qu'à très 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 court terme, dans le chaos, des fois c'est les pires qui s'imposent, c'est les opportunistes, les violents, les forts qui vont s'accaparer les ressources, et on peut croire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais eux ils ne tiennent pas dans la durée. C'est très rare, très très rare. Ils ne tiennent pas dans la durée. Ils créent les conditions du conflit, ça finit par leur retomber sur la gueule. Voilà. Non, en tant que société, on ne s'en sort que si on met en place de la solidarité. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous êtes naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, tant mieux, mais si vous ne l'êtes pas, soyez solidaire par calcul. Ça marche, hein? En tout cas, aujourd'hui, c'est à nous de créer ou de co-créer des espoirs, des imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir, oui, parce qu'il en faut pour agir, mais d'espoir lucides qui tiennent la route. Il faut le plus possible basculer d'un système qui est artificialisant possible vers le plus de régénératif possible. Alors, tout ne pourra pas être régénératif, mais il y a quand même pas mal de marge de manœuvre, donc il faut du régénératif. À la fois régénératif de l'écologie, à la fois régénératif des sociétés, des collectivités, des communautés humaines. Alors, il y a des clichés qui circulent, et ça je le dis parce qu'il y a des journalistes dans cette salle, et je suis sûr qu'il y en a qui disent en ce moment que, ouais, bon, il est bien gentil Keller, mais enfin, il fait quand même très 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 peur, et la peur, ça bloque les gens. Et on ne va certainement pas l'inviter, parce qu'il raconte ça, ça va être une catastrophe. Alors si vous pensez ça, je vous en supplie, écoutez-moi. Non, ce n'est pas vrai. On dit que les récits doivent être positifs, ou les imaginaires, vecteurs d'espoir, et ne surtout pas faire peur. Ce sont trois bêtises. Déjà, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être positif, mais je dis qu'il ne faut pas que ce soit nécessairement positif. Pour que ça bouge les gens, il faut que ce soit inspirant. Et on peut inspirer par bien d'autres choses que des choses positives. On peut inspirer par l'indignation et la colère. Pas nécessairement positif. L'indignation, ça marche vachement bien pour mobiliser les gens. Les espoirs, oui, mais lucides. Oh, c'est facile de donner de l'espoir aux gens. C'est facile. Et vous savez quoi? Des gens, des fois, me disent, mais tu vas mobiliser plus de monde si tu fais appel à l'espoir et au désir. Ouais, c'est vrai. Je vais mobiliser plus de monde, mais mal. Parce que par l'espoir et le désir, on ne se remet pas en question. On fait un projet sympa. Par l'espoir et le désir, on trie ses déchets, on met un bac avec des courgettes devant chez soi. Voilà ce qu'on fait par espoir et désir. Mais on ne change pas fondamentalement sa vie, et on ne s'engage pas collectivement, même si on n'a pas en soi le gène à la base de l'activiste, on ne le fait pas quand même, juste par espoir et plaisir. On le fait parce qu'on a peur. On se met en fondamentale remise en question, et la société avec, que si on comprend viscéralement qu'il n'y a plus le choix. Parce que c'est compliqué, et ça demande beaucoup d'efforts, et surtout de sortir d'un certain confort, au moins mental. Mais donc, on le fera que s'il n'y a pas le choix, et s'il n'y a pas le choix, bah, c'est bien qu'il y a un gros problème, hein, il fait peur, là, ce gros problème. Et tous ceux qui ont vraiment changé de vie, parce qu'il y en a, ils ont peur. Tous. Mais ce n'est pas ce qui les définit, parce qu'ils ont dépassé cette peur, en se mettant à l'action, en faisant des choses concrètes, collectives. La peur est toujours là, mais elle est au second plan. Ils ont trouvé un sens dans leur vie. Ils se sont débarrassés des dissonances cognitives qui les empêchaient d'accéder au bonheur. Ils ont trouvé une cohérence, ils sont beaucoup mieux dans leur basque maintenant qu'avant, et ils agissent, et c'est comme ça qu'on crée de l'espoir. Et si ça ne suffit pas pour vous convaincre, lisez, alors il faut parler anglais, hein, mais lisez l'étude Appealing to Fear, etc., qui est paru en 2015, qui a étudié 127 publications, enfin tout ce qu'ils ont trouvé, 127 publications qui portaient sur est-ce que la peur mobilise ou pas, et là, vous irez voir, hein, et la conclusion, elle est claire, oui, la peur mobilise à chaque fois. Il n'y a pas un cas où la peur bloque les gens. Donc la peur est indispensable.
mais surtout pas suffisante. Parce que si on fait peur aux gens et qu'on les laisse avec leur peur, ben c'est une catastrophe. Ben, ils se replient, ils font n'importe quoi, ils paniquent, machin, voilà. Ou du déni. Mais de toute façon, c'est pas bon. Donc il faut certes un électrochoc. Et je vous le dis, il faut maintenant, et vous avez un rôle à jouer en tant que journaliste, pour ceux qui le sont dans cette salle, un rôle à jouer. Il faut un électrochoc. Il ne faut pas juste un sujet de plus, une rubrique de plus, une émission de plus, un invité de plus. Il faut un putain d'électrochoc. Il faut se réveiller en tant que société. Sortir des dénis, ça n'arrivera pas. C'est à minima très plausible, donc on s'y prépare. On met des canaux de sauvetage, à minima. Mais donc, une fois de plus, ça ne suffit pas. Et donc, maintenant, on équipe les gens d'un certain nombre d'idées et de leviers qu'ils peuvent actionner. Et vous allez voir, on peut comprendre, en passant par là, que finalement, on en a des leviers très concrets qui ne répondent pas à tout, mais c'est loin d'être con. C'est loin d'être ridicule. Par contre, alors, résilience. Je suis un expert de la résilience, mais pas n'importe quelle résilience. Je suis un expert des risques systémiques. Et j'applique la résilience aux risques systémiques. J'attire votre attention, là, juste si ça vous intéresse, sur le fait que, logiquement, à l'automne, il y a ce rapport que j'ai écrit pour la ville de Bordeaux, sur la résilience de la ville de Bordeaux, qui devrait paraître. Enfin, qui devrait paraître, c'est pas une parution, hein, qui devrait être rendu public. Voilà. Donc, éventuellement, on en parlera à ce moment-là. Mais bon, globalement, ouais, j'ai cette expertise-là, mais vous allez voir, elle est très particulière. Oh, je pourrais vous dire, bon, la résilience, c'est la capacité d'un système à encaisser un choc. D'abord, on résiste, et puis si le choc est trop gros, on se déforme, on s'adapte, on passe en mode dégradé, on maintient les fonctions essentielles, on rebondit, ensuite on atteint un nouvel état d'équilibre, et des fois même, si on fait bien les choses et si on apprend de ses erreurs, on est encore plus résilient qu'au départ. Voilà, donc ça c'est la théorie. Et donc il y a plein de gens qui vont appliquer cette théorie, d'une manière ou d'une autre, à plein de sujets. Et ils vont rentrer la résilience dans ce qu'on appelle l'adaptation. Quand le GIEC vous parle de résilience, ça rentre dans l'adaptation. Il y a deux grands types de propositions, de mesures ou de préconisations qui sont émises. L'atténuation pour atténuer le problème et l'adaptation pour adapter nos systèmes, nos sociétés aux problèmes, en tout cas à la part du problème qu'on ne saura pas éviter. Voilà. Et bien moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens, et il y en a certains dans cette salle, certains qu'au bootcamp qui sont intervenus, et merci, qui vont vous proposer des choses absolument vitales dans le registre de l'atténuation et dans le registre de l'adaptation. Moi, mon point de vue, il est différent. Je vais maintenant vous parler de ce que l'on peut faire en anticipation du moment où on va se rendre compte qu'on n'a pas été capable ni d'atténuer suffisamment profondément et suffisamment vite, ni de s'adapter suffisamment profondément et suffisamment vite. Voilà. Et quand on sera à court d'idées, à court de solutions, à court de dispositifs de gestion de crise adaptés. Oh, vous avez entendu Stéphanie Nou, pour ceux qui étaient là ce matin, avec Castaner, qui propose le plan Orsec pour traiter un problème systémique, c'est risible. Ils n'ont rien de mieux, c'est le méga joker, le plan Orsec. Ils n'ont rien prévu, ils n'ont rien vu. Ce n'est pas que c'est des salauds qui nous manipulent, ils n'ont rien pigé. Ça ne veut pas dire que c'est des gentils, mais ils n'ont rien pigé. Donc, aujourd'hui, clairement, moi je vous dis, la résilience adaptée au risque systémique, c'est en plus, c'est à côté de atténuation-adaptation. Les risques typiques, ce sont des événements qui peuvent se produire dans le futur, limités dans l'espace et dans le temps. Et face à ces événements, on a une prévention ou une anticipation, maîtrise des risques. Et puis ensuite, on a la gestion de crise au cas où ce risque se matérialise. Quel est le but de la gestion de crise? C'est de revenir le plus rapidement possible à la normale. Alors que moi, je vous parle de processus. La normale est en train de glisser. Elle nous échappe. Essayer d'y revenir est totalement con. Il faut une résilience globale, c'est-à-dire notre capacité à réagir collectivement et spontanément, à s'auto-réorganiser face à des ruptures de continuité, quelle qu'en soit la cause, quelle qu'en soit la nature, justement quand on réalise qu'on n'a pas des systèmes de gestion de crise adaptés. Et ça doit être les systèmes socio-écologiques qui sont résilients, pas juste les systèmes sociaux, pas juste les sociétés humaines, mais les sociétés humaines en interaction avec un environnement, des ressources, des cycles biogéochimiques, un climat, etc. À gauche, donc, je vous dis, c'est le maintien du statu quo. Ça part de deux principes sous-jacents. La plupart des gestionnaires de risques, et j'en connais, ne se sont jamais posé la question que je vais aborder maintenant. Et quand j'en parle avec eux, ils font « Ah ouais, merde ». En fait, il y a deux hypothèses, hypothèses implicites. La première, c'est que le système est bon,
et qu'il doit être conservé, maintenu. Deuxième hypothèse, c'est qu'il est viable et qu'il peut l'être. Ces deux hypothèses sont fausses. Et la résilience dont moi je parle, elle est transformative, culturelle, collective. À gauche, leur pouvoir. Ce qu'ils peuvent faire. Les décideurs, les autorités. À droite, le nôtre. Moi, mais nous, on ne peut rien faire, on n'a pas de pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir. Non, non, ils ont du pouvoir au sein du système et c'est tout. Pour en créer un nouveau, c'est nous. Ça n'a jamais été autre chose que nous. Ça, et je ne pose pas le top-down, le bottom-up. S'il y a des gens, des décideurs, des élus, locaux ou pas locaux, qui comprennent ça et qui peuvent aider, encourager, arrêter de mettre des bâtons dans les roues, faciliter, évidemment, welcome. Hein, d'accord. Mais est-ce qu'on va vraiment attendre que ça vienne d'eux? On peut enclencher la chose. On peut faire des choses dans notre zone d'influence au niveau territorial, et je vais vous en parler maintenant. Ça, c'est notre pouvoir. Alors imaginez qu'on sorte de la zone du pétrole, de l'ère du pétrole abondant et bon marché. Je vous ai dit que c'est ce qui allait se produire, qui est déjà commencé. Face à ça, il vous l'a dit Stéphane ce matin, face à ça, nous avons un taux d'autonomie alimentaire des aires urbaines françaises de 2,1%, 97,9% vient d'ailleurs. Avantage comparatif de Ricardo, on a optimisé les flux du point de vue économique parce qu'on a beaucoup de pétrole abondant bon marché, et donc ça ne coûte rien d'importer, d'exporter, on exporte quasiment tout ce qu'on produit, on importe quasiment tout ce qu'on consomme. Voilà, ça c'est facile parce que le pétrole est donné, quoi. Voilà, c'est facile tant qu'il est donné. Donc ça va changer. Et donc imaginez que ça change. Imaginez, vous savez, de surcroît, ce dont on a besoin pour se nourrir. On a besoin d'intrants qu'on ne produit pas nous-mêmes, des engrais qu'on ne produit pas nous-mêmes, qui demandent du gaz naturel bon marché. On a besoin de pesticides, alors plus ou moins. On utilise évidemment énormément et quasiment beaucoup trop, mais globalement, les pesticides, non, on ne les produit pas nous-mêmes, ça demande beaucoup de pétrole bon marché. On a besoin de semences. C'est marrant, on ne les produit pas nous-mêmes non plus, les semences. Et puis on a besoin de machines agricoles qui sont extrêmement sophistiquées aujourd'hui. On ne les produit pas nous-mêmes non plus. Et on ne sait pas les réparer nous-mêmes quand elles tombent en panne. Il faut que la pièce vienne d'Asie ou des États-Unis, il faut mettre à jour le logiciel et compagnie. Donc on est devenu esclave de la machine. On est dépendant d'aides européennes, financières, parce que sinon le système se casse la gueule. On est dépendant d'une main-d'œuvre spécialisée, étrangère, à bas coût, saisonnière, qui vient produire nos carottes chez nous chaque année, parce que c'est quand même pas nous qui allons produire notre bouffe. Et quand ces gens-là pourront plus venir chez nous, parce qu'il n'y a plus de pétrole abondant et bon marché, on fera comment? Alors ça ne sera pas du jour au lendemain, hein. Mais voilà. Bon, alors imaginez ça. Mais maintenant, réimaginez. Et réimaginez qu'on ait trouvé le moyen de produire notre énergie uniquement avec ce qu'on peut trouver dans un rayon géographique maîtrisable. On la produit, on l'opère et on la maintient, potentiellement et idéalement ad vitam. Produire quelque chose d'aussi important que l'énergie avec des machines qui requièrent des puces électroniques qui sont fabriquées qu'à Taïwan, sur un type de machine qui elle-même n'est fabriquée que dans une usine au monde aux Pays-Bas, ce que je vous dis est strictement vrai, mais c'est totalement dingue. Mais ça va bien, oui, on se réveille. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de la performance maximum. Les cahiers des charges de l'innovation devraient revoir les priorités de leurs critères et, au lieu de promouvoir la performance économique ou technique, promouvoir, alors une performance raisonnable bien évidemment, mais promouvoir surtout la fiabilité et la robustesse en mode dégradé. Voilà ce dont on a besoin. Et ça, c'est valable pour la production d'énergie, c'est valable pour la nourriture, c'est valable pour les systèmes de transport également, et quelques autres choses. Hein. Mais là, je vais faire ces zooms-là. Moi, je vous dis, il faut penser maintenant culturel, sociétal, systémique. J'entends par exemple, sur la question des transports, beaucoup parler des nouveaux véhicules et des nouvelles motorisations. On va changer les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Et c'est gagné. Ça y est, si on fait ça, c'est résolu. Bon, je vous dis ça, je ne suis même pas caricatural. Hein. Beaucoup de gens pensent ça. Je pense que Leonardo DiCaprio pense ça. Hein. Donc, nous avons ça, un gros sujet là-dessus. En ce moment, on parle de réindustrialisation de la France. On va mettre des usines de lithium pour fabriquer quoi? Des batteries d'automobiles. C'est l'erreur à ne pas commettre. C'est débile. On va faire une génération et demie dans le meilleur des cas, de véhicules électriques, et puis ensuite, on va repartir à zéro, on va se retrouver dans le même problème dans 15 ans, dans 20 ans, 25 ans tout au mieux. On aura dilapidé entre-temps des ressources et on aura pollué pour rien. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut d'abord réfléchir au système de transport nouveau dont on a besoin et aux nouvelles offres de services qui vont avec. Mais on ne saura déduire ça que lorsqu'on aura résolu la question suivante. C'est quoi les nouveaux usages qu'on veut promouvoir en termes de mobilité?
Mais on ne pourra vraiment savoir ça que lorsqu'on se sera reposé la question de nos besoins en termes de mobilité. Et c'est une conversation à avoir. Tant qu'on peut encore l'avoir de façon démocratique, il faut l'ouvrir. Et vous avez, en tant que journaliste, un sujet et peut-être même un projet sur ouvrir ce type de conversation. C'est un des choix sociétaux, c'est un modèle de société dont on va discuter. C'est une approche culturelle, sociétale, voilà, systémique. Il faut poser maintenant aussi des questions, vous, journalistes, les questions stratégiques, celles qui manquent, celles qui dérangent. Si vous ne les trouvez pas, appelez-moi, j'en ai plein. Moi, je fais chier tout le monde avec mes questions stratégiques, manquantes, dérangeantes. Par exemple, comment faire pour que n'importe qui, n'importe où, surtout au fin fond d'une campagne, puisse vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité et celle de ses proches, le tout durablement, sans avoir à posséder de véhicule. Et si on ne trouve pas une réponse très concrète à cette question-là, ça va être un beau bordel dans les campagnes françaises d'ici 10 ans, 15 ans tout au plus. Et le bordel des campagnes ne va pas rester dans les campagnes, donc ce sera un bordel sociétal. Voilà. Renseignez-vous sur les matériaux biosourcés ou géosourcés. Il y a des nouvelles filières qui se créent, nouvelles ou pas d'ailleurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, avec des choses qui viennent du sol ou qui poussent dans le sol, par exemple. Et renseignez-vous sur... Voilà, ça c'est un vrai sujet aussi, il faut éclairer les gens là-dessus. Et si on éclairait les gens sur les low-tech? Qui a entendu parler des low-tech? Voilà. Je suis certain, maintenant, si c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que je vais dire parmi ceux qui viennent de lever la main, qu'il relève la main. Donc, parmi les gens qui ont levé la main, est-ce que vous pensez que les low-tech, c'est plus qu'un gars qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver, une marmite norvégienne, un four solaire? Voilà. Est-ce que c'est ça pour vous les low-tech? Qui pense que c'est autre chose? Il y en a là-bas qui pensent que c'est autre chose. Je ne vous ai pas le temps de vous donner. Je ne peux pas vous donner la parole. Pas le temps, j'ai le chronomètre là. Bon, donc, habituellement, je le fais. Donc, je n'aurais peut-être pas dû le poser la question. Mais globalement, OK, il y en a qui pensent que c'est autre chose. Moi, je vais vous dire ce que c'est potentiellement les low-tech. Parce qu'en fait, ça ne l'est pas. Ça a juste le potentiel de l'être. Il faudrait que pour cela, qu'on s'en empare au niveau industriel. Parce que c'est un enjeu d'industrie, de R&D, d'innovation absolument majeur. Les low-tech, c'est une possibilité, avec du discernement technologique, de répondre aux besoins essentiels d'une façon qui, à la fois, respecte les limites et nous mette dans un paradigme de durabilité forte, qui, à la fois, répond à l'enjeu de résilience collective. Et ce n'est pas le même. Souvent, les gens pensent que si c'est résilient, c'est écolo, ou si c'est écolo, c'est résilient. Mais ce n'est pas vrai. Ça dépend. Ça dépend des quoi. Ce sont deux choses différentes. Des fois, ça converge, des fois, ça diverge. Et des fois, ça n'a juste strictement rien à voir. Et également, l'enjeu de transformation culturelle. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller sur la page Wikipédia consacrée au low-tech. Vous y retrouverez cette infographie avec sa légende. Et je vous invite également, s'il vous plaît, à prendre une demi-heure pour aller lire la note de la Fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Elle est vraiment très bien faite et elle vous fera comprendre, j'espère, la différence fondamentale, contrairement à ce que certains prétendent, entre l'innovation low-tech et l'innovation frugale. Là, on a un vrai outil, on a un vrai levier, on a un vrai enjeu, un vrai défi, et il est passé, jusqu'à présent, totalement sous le radar. Parce que si vous dites low-tech à un politicien, un décideur, un industriel, il fait low-tech. Ça, c'est pour des transitionneurs ou pour une tribu en Afrique, hein, mais alors en France, quand même. Enfin, il n'a juste pas compris. Et si on préservait, mais je ne vais pas trop développer, ça a été développé tout à l'heure, le foncier agricole. Aujourd'hui, le foncier agricole, le foncier vivrier doit être préservé contre l'artificialisation si elle n'est pas absolument indispensable. Donc là, zadiste ou pas dans l'âme, stop, résistance, stop, il faut préserver le foncier, c'est notre avenir qui en dépend. Ensuite, il faut se donner les moyens d'autonomie territoriale pour tout ce qui est vital. Hein, toutes les chaînes, pour tout ce qui est vital, tous les maillons faibles de la chaîne, il faut les consolider. Et il faut faire évoluer la production alimentaire vers l'agroécologie. Si vous ne maîtrisez pas l'agroécologie, ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard, renseignez-vous, allez lire de grâce. Là-dedans, on a une solution pour presque toutes les situations, pour produire durablement et suffisamment pour nourrir tout le monde. Ce n'est pas facile, les changements climatiques changent beaucoup de choses, mais pourtant, on a vraiment un super outil là. Ah, malheureusement, cet outil n'est pas totalement compatible avec le système agro-industriel actuellement en place, donc ça pose de véritables questions stratégiques. Le bio, c'est bien, mais ce n'est pas une solution. La bio, c'est juste moins mauvais. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de petits producteurs bio, et d'ailleurs même pas bio pour certains qui font des trucs super, mais globalement, le bio, ça reste de la monoculture intensive, hyper mécanisée, c'est juste mieux, un peu mieux, mais c'est pas... La végétalisation vivrière des agglomérations, ça c'est un vrai sujet, mais ça a été également évoqué tout à l'heure. On
Mais surtout, il faut que ça se produise interquartier ou intercommunauté. Des gens différents viennent à un endroit qui est commun à eux pour fabriquer une partie de leur bouffe. Évidemment, c'est très insuffisant, mais ils vont apprendre des choses. C'est surtout un cheval de Troie pour que des conversations sur certains sujets puissent être menées. Et surtout, ils vont apprendre à se connaître. De temps en temps, ils se font un petit gueuleton avec ce qu'ils ont produit. Ça crée de la cohésion sociale. C'est hyper bon pour la résilience territoriale. Et si on boucle les cycles de nutriments, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le phosphore, il faut le renvoyer vers les champs via la récupération de nos urines. Évidemment, également les excréta, on dit c'est pas très beau, mais les déjections animales, mais même si on les recyclait toutes, ça ne suffirait pas. Il faut aussi recycler les urines humaines. Et si on mettait en place, imaginez, des circuits courts locaux, je précise locaux, la plupart d'entre vous pensent que circuit court, c'est forcément local. C'est pas vrai, un circuit court, c'est un nombre d'intermédiaires dans la chaîne. Si vous achetez directement un néo-zélandais, c'est un circuit court. Donc imaginez que vous avez mis en place des circuits courts locaux, des économies locales, des monnaies locales. Pourquoi ? Pour que des tissus productifs et consommatoires locaux puissent perdurer au-delà de l'effondrement de l'économie. Ah oui, parce que je ne vous ai peut-être pas dit, mais l'économie va s'effondrer. Je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment, je ne sais pas vous dire toutes les implications, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le système économique mondialisé aujourd'hui ne peut que croître, et cette croissance ne peut pas être totalement décorrélée d'une accélération des flux extractifs d'énergie et de matière. Or, c'est plus possible. Donc, on a des marges où on peut améliorer beaucoup. Cédric Engenbach, il a des clés là, et je vous encourage à aller regarder la conférence, une conférence de Cédric, que j'ai trouvée brillante. Mais pour autant, même, ça ne suffira pas complètement. Mais bon, allez voir, hein, parce qu'il y a des marges de manœuvre intéressantes qui ont été sous-estimées jusqu'ici. Bon, bref, mais le découplage vraiment dont on aurait besoin, et globalement, on ne pourra pas maintenir ces flux, donc l'économie, comme une pyramide de Ponzi, va s'effondrer. C'est une sorte de pyramide de Ponzi. Il faut toujours plus d'énergie et de matière pour que ça dure. Bon, mais c'est plus possible, donc ça ne durera pas. Et les petits producteurs locaux, au lieu de mettre à ce moment-là la clé sous la porte, comme on dit, mais ils pourront continuer de fonctionner localement parce qu'ils se connaissent entre producteurs, consommateurs, et puis entre les deux, des distributeurs, des consommateurs, des restaurateurs, etc. Et si nous mettions en place des redondances, tout ce qui est extrêmement important dans le système doit être redondé, si ça tombe en panne, quelque chose doit prendre le relais. Et des stocks, oui, des stocks, mais des stocks collectifs, pouvant être gérés par un collectif citoyen, une coopérative, pouvant être gérés par une collectivité, pouvant être gérés par même des PME localement implantées, et puis surtout par un mélange de tout ça. Mais il faut des stocks gérés collectivement. Parce que des fois, j'entends dire, il faut que les gens fassent des stocks chez eux. Oui, bah pourquoi pas, mais si c'est juste ça, la plupart n'en font pas. Et le jour où il y en aura besoin, bah le mec qui n'en a pas fait, et qui sait que son voisin, qu'il déteste, en a fait, bah s'il est un peu con, ça ne va pas créer de la résilience collective, voyez-vous. Donc des stocks gérés collectivement, c'est important. Et il faut de la régénération écologique massive, ici et ailleurs. Tout ça en solidarité, en inclusivité, en justice sociale, en cohésion territoriale, pas parce qu'Arthur Keller il l'a dit et parce que c'est mieux, mais juste parce que si c'est pas ça, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas durablement résilient. Je termine par quelques idées clés. Il nous faut mettre en place impérativement une gouvernance partagée des communs. Déjà, ça pose la question des besoins. On n'a pas tous la même vision du monde, mais il y a certains besoins, on est tous égaux devant. Il faut organiser. En tant que journaliste, vous avez là vraiment une responsabilité, j'ai envie de vous dire, pour stimuler une conversation publique, éventuellement ancrée territorialement, sur la question de c'est quoi nos besoins et c'est quoi, de quelles ressources dépend la satisfaction de ces besoins, durablement, enfin dans le temps. Et à partir de là, une fois qu'on les a identifiés, on doit les gérer. Et bon, voilà, les travaux sur la gouvernance des communs d'Elinor Ostrom, par exemple. Mais globalement, effectivement, il faut que ces ressources soient gérées par les gens dont l'avenir en dépend. Pas par un mec qui en a rien à foutre, qui est ailleurs, un investisseur, une société, ou même un élu seul qui pourrait être remplacé 3 ans plus tard. C'est pas possible. Donc les gens doivent être impliqués là-dedans. Et si on garantissait l'accès à l'essentiel à tous, les premiers litres d'eau, les premiers kilowattheures d'électricité, les premiers mètres cubes de gaz, peut-être pourquoi pas les premières denrées alimentaires, pourquoi pas une certaine quantité de vêtements, pourquoi pas les transports en commun, pourquoi pas les premiers kilobits de données, enfin kilobits, mégabits, allez, mégabits, gigabits, non, les mégabits de données, gratuitement, d'accord? Ou en tout cas tellement peu cher à un tarif régulé que tout le monde peut y avoir accès, c'est sûr. Voilà, donc ça couvre la base pour survivre. Pas plus, hein, juste ça. On consomme plus, tout le monde consommera un peu plus que ça a priori, on consomme plus, on commence à payer. Et si on consomme beaucoup, on paye beaucoup. Et si on surconsomme, on surpaye. Si on consomme comme un chacal, on paye comme un chacal. Et ça s'équilibre, ça coûte rien à la collectivité si c'est bien géré. Voire,
Ça peut peut-être même rapporter. Donc, nous avons ici un levier qui fait que, sans pour autant prétendre que ça ferait disparaître la question de la fin du mois, ou du pouvoir d'achat, etc., ou de l'emploi, malgré tout, les gens sauront que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, demain, ils pourront bouffer. Et la famille pourra bouffer. Vous savez ce que ça change, ça? Tout. Parce qu'on entend dire, oh, mais les gens trouveront, les gens s'adapteront, les gens ils sont intelligents, les gens machin, tout ça. Une vision très restrictive de l'humanité, mais certains, oui, sont capables de le faire. Ah ben la preuve, il y en a qui l'ont fait pendant le Covid. Ouais. Mais ils avaient à bouffer. Alors, le jour où il n'y aura plus à bouffer, ou plus assez, on en reparle. Les gens, ils sont très créatifs, très innovants, pour des choses simples, mais des fois très malines. S'ils peuvent l'être, s'ils ont la marge de manœuvre pour l'être. Innover, c'est prendre des risques. On ne prend pas des risques lorsqu'on ne sait pas ce qu'on va bouffer 3 jours plus tard. Donc il faut retrouver des marges de manœuvre. Mais en retrouvant des marges de manœuvre, on retrouve aussi des marges de négociation et des inversions de certains rapports de force. Si les gens n'ont plus besoin absolument d'aller bosser pour survivre, ça change certains rapports de force employé-employeur. Et c'est précisément pour cela que ça n'arrivera jamais. Jamais. Ça n'arrivera jamais du haut, mais du bas. Rien ne l'interdit, rien ne l'empêche. Il est temps maintenant de faire des expérimentations territoriales. N'importe qui peut s'en charger, évidemment, ça dépend du type d'expérimentation. Certaines ne demandent absolument pas de moyens, juste du temps et de l'huile de coude. D'autres demandent des investissements, donc tout ne peut pas être fait par tout le monde. Mais il faut qu'il y ait des collectifs qui se créent, des coopératives, des mouvements, et puis qui travaillent avec les élus locaux si possible. Voilà, des expérimentations. Et là, je vais vous dire ce que j'ai à vous proposer comme projet pour retomber, au moins en partie, sur nos pattes, malgré tout ce que je vous ai dit avant. Localement, dans notre zone d'influence et de contrôle, on peut avoir des expérimentations pour tout ce qui est gestion de l'écologie, régénération écologique. Et puis on va expérimenter également des économies locales, je vous le disais. Et puis on va expérimenter du social. Par exemple, telle ou telle version d'un salaire universel ou machin, ou je ne sais quoi. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de dire sur la slide précédente, renseignez-vous sur la dotation inconditionnelle d'autonomie et sur la sécurité sociale et alimentaire si vous ne l'avez pas déjà fait. 2 mesures très intéressantes et complémentaires. Bref, je repars là-dessus. Voilà, donc on va expérimenter des nouveaux modèles sociaux au niveau local, des nouvelles façons de gérer, de prendre les décisions et de faire de la gouvernance ensemble, en garantissant l'accès à tous et en produisant les choses de façon pérenne. On expérimente dans tous ces champs-là. On ne peut pas tout expérimenter partout. Donc il faut idéalement se coordonner en disant, moi les gars, nous on va expérimenter ça ici, est-ce que vous pouvez vous charger sur le territoire à côté d'expérimenter d'autres trucs, s'il vous plaît. Et avec ces expérimentations, je vais vous dire ce qu'on fait. On a des indicateurs qui montrent quand ça réussit, comment ça réussit, pourquoi ça réussit, ou pourquoi ça échoue. Très utile aussi de savoir pourquoi ça a échoué. Des indicateurs. Et après, on a des témoignages. On a un nouveau projet, ok, très bien. Projet au début, on ne sait pas forcément où on va. Des fois, on est 3 couillons réunis un vendredi soir du mois de novembre dans la cuisine de Jean-Michel. Là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un terrain, peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose, je ne sais pas, machin. Aucun intérêt, cette réunion. Aucun intérêt. Et vous savez pourquoi? Vous savez, du coup, ce qu'il faut faire, il faut la filmer. Il faut filmer ce truc qui n'a strictement aucun intérêt. Et il ne faut surtout pas le diffuser sur les réseaux sociaux, vous auriez l'air ridicule. Non, il faut le conserver sur un disque dur, et même plusieurs, parce qu'il faut faire des backups, bien sûr. Et ensuite, il faut refaire ça régulièrement. Et vous documenter différentes étapes. Et au bout de 3 ans, 5 ans, ça dépend des projets, quand vous avez réussi, j'espère, vous avez une sacrée histoire à raconter. Là, vous ressortez la vidéo du départ. Regardez, il y a 5 ans, on en était. 3 couillons chez Jean-Michel un vendredi soir. Regardez aujourd'hui, on est 60. Regardez ce que les gens répondaient à cette question au début, parce qu'on avait fait un questionnaire qui avait circulé. Regardez ce qu'ils répondent à cette question. Regardez comment ils ont changé d'état d'esprit. Regardez le lieu, comme il était moche, dégueulasse. Regardez ce qu'on en a fait. Regardez tout ce qui se passe autour de ce lieu. Des photos. Ah ouais, parce qu'en plus, vous avez travaillé avec quelqu'un qui a du goût, voire un artiste ou un designer. Et là, vous avez un sacré récit de transformation. Et ce projet, c'est plus votre projet. C'est un projet qui va changer le monde. Ce projet, il va se diffuser parce qu'il est inspirant. Et il y a plein de gens qui vont se dire « Ah putain, on va faire pareil ». Ils l'adapteront comme ils voudront. Voilà, et ça ne résoudra pas tous les problèmes. Mais on passe un peu du local au global. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire, un peu. Je termine par 2-3 considérations et je clôture. Tout ça, ça peut passer par des chantiers participatifs, coopératifs. Et quand je dis coopératif, il faut, j'insiste encore là-dessus, sortir de l'entre-soi. C'est coopératif avec des gens différents qu'on va aller chercher pour des raisons différentes. Il faut être malin, créatif et leur agiter des carottes différentes qui vont avoir un sex appeal différent selon les gens. Voilà.
Mais il faut ces projets coopératifs pour tester les choses. Ça crée de la cohésion, de la confiance interpersonnelle, intercommunautaire et un sentiment d'efficacité personnelle qui est boosté. Quand on fait des choses et qu'on est gratifié pour, on a envie de faire encore plus. C'est le contraire de l'impuissance acquise. Tout à l'heure, ce matin, on vous a parlé d'un plan communal de sauvegarde, du plan intercommunal de sauvegarde depuis la loi Matraz. On vous a parlé du DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Effectivement, il faut ça, et ça existe dans un certain nombre d'endroits. Et puis, il est temps d'inclure à l'intérieur de ces documents certains risques dont on parle ici. Quand je dis on, parce qu'il n'y a pas que moi, Stéphane Linou en a parlé, très bien d'ailleurs, tout à l'heure. Voilà. Et Stéphane Linou fait un gros travail là-dessus, moi aussi, mais moins que toi, il faut bien le reconnaître, je suis moins actif sur ce dossier-là. Stéphane Linou, on lui doit beaucoup, parce que c'est grâce à lui beaucoup qu'il y a plein d'endroits où ça a été intégré maintenant au plan communal de sauvegarde. Donc oui, super, mais est-ce que ça suffit? Moi, quand je vais voir des élus, je leur pose la question suivante. Je ne sais pas si tu leur poses, Stéphane, mais si tu ne le fais pas, elle est pas mal. Dites-nous, si je sors dehors dans la rue là, et que je demande à un de vos administrés, monsieur ou madame, vous savez ce qu'il y a dans votre DICRIM? Quelle va être sa réponse? Les élus me répondent systématiquement que la personne répondra « Le quoi ?» Personne ne sait ce que c'est que le DICRIM. Donc déjà, il faut communiquer dessus. Il faut communiquer. Il faut développer une culture autour de ce que c'est. Exemple, si vous avez un site Céveso pas loin de chez vous, bon, dans le DICRIM, il y a ce qu'il faut faire en cas de grave accident. La centrale explose, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a, par exemple, un service municipal de car qui va être envoyé aux différents établissements scolaires pour prendre les enfants et les amener à un point qui est à X kilomètres de là, qui a été défini à l'avance. Et si les gens ne le savent pas, ils ne risquent pas de le faire, donc ils vont tous foncer sur les écoles pour récupérer leurs gosses, ça va faire des embouteillages autour des établissements scolaires et c'est la catastrophe. Donc il faut qu'ils le sachent. Il faut s'assurer qu'ils le sachent en ressassant le truc. Et ça ne suffit toujours pas. Parce que vous croyez que parce que les gens savent que c'est dans un DICRIM, ils vont faire confiance? On est en France, hein. Avec les Français, ils vont dire « Ah, c'est bon, il y a un quart, c'est bon, je fais confiance. » Tu lui parles. Donc, il faut organiser des répétitions. Hop. Développer une culture du risque, parler de ces choses, culture de la responsabilité, il faut communiquer dessus, il faut créer des événements où on en parle, et il faut des répétitions. Répétitions, la première année, vous savez, comme au Japon, quand ils font des répétitions pour les séismes, là, la première année, ça ne va pas très bien se passer. Il est absolument impératif de prévenir les gens sur le fait qu'il y a de grandes chances que ça ne se passe pas bien. On le sait, c'est la première année, ça ne va pas être parfait. Voilà. Et cette petite phrase, elle change tout. Si vous ne l'avez pas dit, à ce moment-là, comme ça va certainement pas très bien marcher, tous les opposants diront « Ah, c'est de la merde leur truc, ça ne marche pas !» Et c'est fini, c'est mort. Cette phrase, elle change tout. Cette phrase vous permet de dire, bah oui, bon, vous savez, c'est la première année, on avait prévenu, la semaine prochaine, ce sera bien. Et au bout de 2 ans ou 3 ans, le père et la mère de famille, ils diront, franchement, j'ai vu, les cars sont là, le plein est fait, les chauffeurs sont disponibles, le proviseur, la maîtresse, ils ont fait ce qu'il fallait, les gosses, ils ont bien suivi les consignes, j'ai confiance, je vais au point qui a été décidé. Voilà tout ce qu'il faut mettre en place face... Voilà. Et donc, tout ça aussi, ça passe par de l'éducation, de la communication qui soit globalement cohérente. Il y a un grave problème avec les médias, tous les médias. C'est que même quand vous abordez un sujet important, et même quand vous le faites bien, ce qui est de plus en plus rare, parce que de toute façon, la systémique, on ne l'a pas, hein, je ne suis pas médiatisé, moi, il y a toujours besoin d'un expert d'un sujet, pas d'un systémicien. Donc quand on n'a pas ce point de vue-là, on passe à côté de l'essentiel. Résultat des courses, on se gargarise, il y a des débats, des machins, ça ne fait pas vraiment complètement avancer le débat sociétal, parce que de toute façon, à côté, il y a d'autres contenus qui sont tout à fait différents, qui n'ont rien à voir. Donc, tant que le présentateur du JT, pour prendre un exemple, dira « Ah, c'est terrible, il y a une sécheresse énorme, t'auras le GIEC, machin, et que juste après, il fera « Bon, alors maintenant, bonne nouvelle, l'économie française va très bien, et tout ça, c'est mort, c'est foutu. Si c'était la guerre sur le sol français, il n'y aurait pas ça, on ne parlerait que de ça. On ne parlerait que de ça. Et tout le monde en aurait entendu parler, même les gamins qui ne regardent plus la télé. On ne parlerait que de ça. Bon, ben, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne parle pas que de ça? J'ai compris, hein, c'est peut-être pas le même type de crise, mais bon. Donc, pour terminer, quelques idées, mais vraiment trois idées, et c'est fini. La résilience, très bien, ok, super. Attention, c'est pas l'alpha et l'oméga. Une dictature, c'est très résilient. Donc, il ne faut pas que ce soit résilient, il faut aussi que ce soit ensemble qu'on fasse les choses. De la reliance. On peut se dire, à titre personnel, en tant qu'individu, en tant qu'employé, et pourquoi pas en tant que patron ou élu, je vais faire mieux à mon niveau. Je vais utiliser les leviers qui sont à ma disposition, puis je vais essayer d'être le plus exemplaire possible, le plus durable possible, le plus résilient possible, etc.
Ok, bon, pourquoi pas. Mais moi, je vous dis que là où ça va se jouer, c'est que si vous devenez un agent de la résilience sociétale, on vous dit souvent ce que vous pouvez faire face au changement climatique, par exemple. Consommez moins de ceci, utilisez moins de cela. Ce sont des choix et des conseils qui s'adressent au consommateur ou à l'usager qui est en vous. Et le citoyen dans tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire collectivement en tant que citoyen, vous engager civiquement? C'est là que ça va se jouer, qu'on soit une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une organisation. Voilà, c'est là que ça doit se jouer. Enfin, les deux, hein, mais surtout en bas, en fait. Voilà. À nous de construire des alternatives inspirantes, mesdames et messieurs, et tout ça, je viens de vous le dire, ça doit se faire ensemble. C'est un écosystème d'acteurs avec des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent des choses, j'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple, par transmettre leur savoir et savoir-faire. Je ne fais pas vraiment partie, même si à certains égards, un peu moins que certains, évidemment. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, diffusent et rendent inspirants. J'essaye d'en faire partie, j'espère que ça aura fonctionné avec quelques-unes d'entre vous ce soir. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent et coordonnent un réseau, un projet, un mouvement, une dynamique territoriale. J'en fais pas partie. Il faut avoir certaines compétences, j'en ai quelques-unes, mais il y a des gens qui sont vraiment très très bons pour ça. Et les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens. Ça peut être de l'argent pour financer ou autre chose. Ils peuvent patronner, en capacité, donner leur blanc-seing, intervenir à un moment clé, faire du mécénat de compétences, louer, prêter l'accès à un lieu, à du matériel, donner accès à un réseau, que sais-je. Donc moi, je vous ai dit où j'étais dans cette étoile. À vous de savoir, déjà, pour commencer, où vous vous trouvez. Et puis ensuite, alors, quel acteur du changement êtes-vous? Quel acteur du changement pouvez-vous être? Et surtout, en fait, quel acteur du changement voulez-vous être? Voilà, posez-vous bien ces questions rapidement, parce qu'il est temps de se bouger les fesses. Et ensuite, vous vous trouvez les uns les autres. Et pour chaque projet, vous devez cocher les 5 branches de l'étoile. Selon moi, c'est mon modèle, hein, vous pouvez ne pas être d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une chance inouïe qu'on a, la chance de pouvoir devenir les héros de nos gosses. Nous sommes à une croisée des chemins, et c'est le déclic ou le déclin. Merci.